Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Mona Bouchtita. Salut Mona, comment ça va ? Hello, ça va très bien et toi ? Est-ce que tu es bien installée surtout ? Très bien, merci beaucoup. Dans ce temps un petit peu froid, c'est important qu'on soit cosy pour pouvoir discuter ensemble. Et là, on est cosy, on a une petite bougie à côté de nous. Donc C'est tout vrai. va bien. Intitulé Doux rêve. J'espère qu'on va pouvoir rêver un petit peu avec toi aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc moi, je suis entrepreneur depuis 4 ans. J'ai monté ma première boîte en 2020 pendant le confinement. Et c'était une marque de vêtements qui s'appelait Risap Paris. Donc on faisait de l'upcycling. Et j'ai fermé la boîte il y a quelques mois, il y a 6 mois à peu près. Et aujourd'hui, je suis dans le personal branding et j'accompagne des dirigeants à développer leur image en ligne. Voilà. Super. Donc le sujet du personal branding, c'est quelque chose que tu connais très bien. Exactement. Et donc c'est quelque chose qui peut effectivement changer énormément de choses dans la vie des gens et c'est sûrement un des sujets que l'on abordera. Mais justement, vu que tu as abordé le sujet dans ta présentation, j'ai été particulièrement fasciné par cette expérience entrepreneuriale que tu as pu avoir. Est-ce qu'on pourrait commencer par là ? Pour voir Avec en fait plaisir. tout le trajet qui t'a amené justement à travailler sur le personal branding. Donc d'où est-ce que tu viens ? Alors initialement, tu me disais que tu avais une formation plutôt d'ingénieur, c'est ça ? C'est ça. Donc moi, j'ai fait mes études à Nantes, j'ai grandi à Nantes, etc. Et après mon bac, du coup, je suis partie en école d'ingénieur. Donc j'ai fait 5 ans, 6 ans avec la césure, mais j'ai fait du coup toutes mes études en ingé, en génie industriel. Génie industriel, donc Ouais. vraiment rien à voir. Ouais, rien à voir. Après, moi, je trouve que ingénieur, ça prépare vraiment à l'entrepreneuriat. Ouais. Parce qu'en fait, ingénieur, c'est tu résous des problèmes. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est tu résous des Tu problèmes. as des problèmes, ouais. Ouais. Donc, moi, je trouve que les ingénieurs sont des très bons entrepreneurs en général. Et que justement, limite, on pousse pas assez les ingénieurs vers cette branche. On leur dit pas assez qu'ils peuvent devenir entrepreneurs. Parce qu'en fait, c'est des profils où justement, ils comprennent un peu tous les cœurs de métier. Ils peuvent dialoguer avec tous les cœurs de métier. Moi, je sais que j'ai pas une spécialité, tu vois, je suis pas ingénieur aéronautique ou tu vois, où là c'est vraiment hyper spécifique. Moi, c'est vraiment l'ingénieur entre guillemets généraliste qui va pouvoir discuter avec tout le monde, faire des liens, connecter et gérer des projets en fait. Et du coup, c'est top pour l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat d'ailleurs, on en parle un peu dans ton école ? Ou en tout cas à l'époque où tu y étais ? Pas énormément. Tu vois, justement, j'ai regardé la stat il y a pas longtemps et il y a seulement 1% des ingénieurs qui sont diplômés de mon école qui deviennent entrepreneurs à la sortie de l'école. Ah, c'est pas beaucoup. Ouais, donc et je crois que c'est pas beaucoup plus de manière générale en France. Donc on en parle un petit peu. J'ai quand même fait un double master en entrepreneuriat Excusez-moi madame. à l'IAE à côté, tu vois. Donc j'ai quand même fait ça, mais tu vois, ça reste hyper théorique. Enfin, quand tu connais le vrai entrepreneuriat, tu vois, après c'est quand même une bonne approche, mais in fine, après c'est vrai que l'entrepreneuriat tu l'apprends sur le terrain. In fine, donc mais c'est peut-être ce qui manquait, peut-être c'est juste un peu plus de culture autour de l'entrepreneuriat. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai développé toute seule à côté avec des podcasts, des vidéos YouTube, des lectures. Et très vite, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat et très vite, je me suis auto-formée sur le sujet pour découvrir ce milieu-là. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans les écoles d'ingénieurs, parce que moi du coup je viens aussi d'école d'ingénieurs, c'est pas quelque chose qui est tellement mis en avant. Alors du coup de mon côté c'est un petit peu différent parce que on a, de ce que je me souviens, une sorte d'association qui avait en fait pour objet de pousser un petit peu à l'entrepreneuriat. Il y avait une sorte de junior entreprise déjà. Ouais. Donc c'est pas exactement pareil parce qu'une junior entreprise c'est en gros des entreprises qui nous demandent de faire des choses à tarif plus bas et tu le fais, donc tu rentres dans le monde du travail. Il y a une petite dimension entrepreneuriat au sens où tu vas essayer de chercher un peu des clients, mais il n'y a pas la dimension entrepreneuriat au sens, tu vois, créer son offre, définir sa cible. Il n'y a pas ce genre de choses-là et je me dis que dans les écoles, peut-être que c'est quelque chose qui est pas trop valorisé de manière générale. Je sais pas, toi, l'avis que tu as sur est-ce que dans ton école, l'entrepreneuriat était quelque chose qui était une des options ou au contraire, en fait, on vous disait à vous, étudiants, étudiantes, vous serez dans des grands postes, dans des grosses boîtes, etc. Ouais, c'était plus ça. Le débouché, c'était plus vous allez faire du conseil dans un grand groupe, tu vois. Après, j'ai quand même fait une école qui était assez ouverte sur les orientations et qui était vachement... il y avait une grosse partie, tu vois, un peu justement de développement personnel. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire ? Introspection pour que tu puisses vraiment choisir. Mais in fine, il y a quand même la majorité des gens qui partent
en conseil. D'accord. Et après, il y a quand même des profils, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont dans mon école qui sont devenus profs ou qui ont fait des métiers qui sont pas ingénieurs, même qui sont dans des assos, etc. Mais entrepreneurs, pas vraiment, mais je pense que c'est plus parce qu'il y a une non-connaissance, tu vois, des professeurs de l'école sur l'entrepreneuriat. Et du coup, forcément, vu qu'ils connaissent pas, ils en parlent moins. Donc, je pense que c'est plus, le fait qu'il n'y a pas de prof entrepreneur, il n'y a pas ce mindset et cette culture. Donc, c'est très dur de le transmettre quand tu l'as pas. Oui, c'est sûr, ouais. Et donc, dans cette école-là, où le mindset d'entrepreneur est pas forcément partagé, toi, tu commences par quoi? Parce que si on t'en parle pas, c'est dur de t'y intéresser. Donc, du coup, tu commences pas forcément par l'entrepreneuriat. Donc, tu commences par quoi, en fait, quand tu sors d'école? Ouais, mais je m'y intéressais quand même pendant mes études. Ok, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui a généré cette envie? Franchement, j'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat, tu vois. Je me souviens de même quand j'étais petite, avec ma famille, on parlait de qu'est-ce qu'on peut inventer comme truc, tu vois. Je me souviens qu'on était vachement dans ce truc un peu innovant. On pourrait créer ça, on pourrait faire ça. Et tu as une famille d'entrepreneurs aussi ou pas? Non, mes 2 parents sont salariés. C'est marrant ça. Ça veut dire que tu as une famille qui n'est pas dans le monde de l'entrepreneuriat, mais ils ont quand même sollicité ta créativité d'entrepreneur pour justement innover à ta manière. Exactement. Je pense, après, mon père est chercheur, tu vois, donc il cherche. Donc, il cherche. Donc, il a quand même toujours ce truc de innovant, tu vois, on pourrait faire ça. En fait, cette recherche scientifique pourrait servir à cette innovation. Tu vois, il a un peu quand même ce truc de comment il peut développer des technologies pour aider des entreprises. Il est dans l'électrochimie. Donc, tu vois, il a un peu ce mindset quand même. Et après, il y a quand même un esprit un peu entrepreneurial dans ma famille, dans le sens où, par exemple, ma grand-mère et mon grand-père, ils ont monté une école au Maroc, tu vois. Ma famille travaille dans cette école. Donc, il y a quand même il y a des petits trucs, tu vois. Mais mes parents sont salariés, dans le sens où, dans mon quotidien, je les ai vus aller au travail le matin, revenir le soir, travailler du lundi au vendredi, tu vois. Je les ai vus avoir un rythme. Je comprends. C'est pour ça que j'aime bien faire la différence entre le statut, salariat, freelance, etc., tu vois, et l'esprit entrepreneurial. Ouais. Parce que, effectivement, quand on est free, on peut aussi, comme moi, je l'ai fait pendant des années, simplement continuer la roue qu'il y avait avant, simplement répondre, en fait, aux demandes clients sans forcément réfléchir à, tu vois, cette dimension de qu'est-ce que j'apporte au monde, quelle est la valeur que j'apporte au monde, ce que je définis comme étant l'esprit entrepreneurial. Et à l'inverse, être en CDI et ouvrir une école au Maroc, par exemple, tu vois. Ce qui, pour moi, au contraire, est une preuve d'un esprit entrepreneurial qui était en germe, peut-être, mais qui s'est exprimé d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est pas forcément sur ça qu'ils vont essayer de chercher à gagner de l'argent, mais c'est une source d'épanouissement quand même, parce que c'est quand même un effort. Il y a plein de choses à connaître. Enfin, j'imagine que tu vois, administrativement, il y a plein de choses à faire. Toi, tu y as contribué à ce projet-là? Moi, non, j'étais pas née. Ah, c'était encore avant, alors. Ouais, en fait, c'est mes grands-parents qui ont monté cette école. Ouais. Et après, du coup, mes oncles et mes tantes travaillent dans cette école, tu vois. Donc, c'est un projet familial, mais elle a été créée bien avant ma naissance. Ouais. Mais aujourd'hui, cette école existe et ma famille travaille encore dedans. Donc, tu vois, je connais l'école, etc. Mais moi, j'ai jamais contribué personnellement. Encore. Pas encore. Qui sait? Ouais. Mais après, dans tous les cas, tu vois, je considère, comme tu as dit, il y a cette idée d'esprit entrepreneurial. Je considère aussi mes parents, c'est vrai, comme les entrepreneurs, même s'ils ont jamais monté de boîte, etc. Dans le sens où, tu vois, je trouve, mes parents sont du coup immigrés du Maroc, et je pense que juste, en fait, les immigrés pour moi ce sont des entrepreneurs, parce que le fait de quitter un pays pour venir tout reconstruire ailleurs, étudier ailleurs, tu vois, en fait, ils ont tout bâti en partant de zéro, construire une famille, acheter une maison, tu vois, monter en niveau social, etc. Je trouve que ça vient d'un esprit entrepreneurial. Je te rejoins tout à fait, hein. Alors, je sais pas à quelle époque ils sont venus, tes parents, mais les miens, on a un peu peut-être le même passé sous un certain nombre. Moi, je suis la première génération qui est née en France. Je sais pas toi aussi. Ouais. Et donc, moi, ils ont fui la guerre aussi. Ils sont arrivés, en tout cas, ma mère, elle est arrivée à 12 ans ici. Ah oui. Donc, c'est quand même fou de se dire qu'il y a des personnes qui sont venues d'un autre pays, rentrer dans une nouvelle culture et réussir à s'intégrer déjà. Alors déjà que je trouve, en tant que Français, rentrer juste dans un groupe de personnes, c'est pas évident, tu vois. T'imagines que tu viens d'un autre pays, dans un autre pays, avec une culture que tu connais plus ou moins. Je pense que s'ils ont décidé de venir en France, c'est qu'il y avait peut-être une connexion. Te créer, en fait, un réseau suffisamment, on va dire, qualitatif pour pouvoir progresser. Donc moi, elle est arrivée en étant enfant, donc elle est rentrée dans le système scolaire. Donc il faut aussi apprendre la langue. Il faut grandir avec les autres, avec les bagages qui sont pas les mêmes. Et ensuite, il faut tout bâtir. C'est ce que tu dis, je trouve, qui est très fou dans la capacité que tes parents ont eue et les miens, de tout bâtir de quasiment zéro pour avoir ce que l'on a aujourd'hui, quoi.
Exactement. Et du coup, au final, tu vois, je me dis, le fait de bâtir tout ce qu'ils ont bâti, limite, j'ai l'impression que c'était plus dur qu'aujourd'hui, moi, monter une boîte, tu vois. C'est marrant, j'ai vraiment la même sensation, quoi. Et moi, quand des fois je regarde en arrière, je fais, c'est dingue, quoi, ce que vous avez fait pour avoir ce que vous avez aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui partent de là où vous étiez peut-être à l'époque, mais ils n'y arrivent pas. Parce que, le monde a changé, il y a plein de choses qui se sont passées aussi entre temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même non seulement il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont fait, et en même temps, il y a une facilité avec Internet qui a changé énormément la donne. Parce qu'à leur époque, en fait, ça n'existait pas. Et donc, cet esprit entrepreneurial, donc on voit que c'est quand même quelque chose qui était chez toi, mais tu t'es pas lancé tout de suite. Ouais, donc je me suis formée donc beaucoup, tu vois, avec 2 familles qui à l'époque ont mis énormément de vidéos sur YouTube. Ok. Et donc moi je tombais là-dessus et j'ai un peu absorbé, bu toutes les paroles de ce que je voyais de 2 familles qui ont eu un énorme impact en vrai dans l'écosystème français entrepreneurial. Je sais pas si tu avais regardé. Moi, j'étais pas trop dans ce monde-là. Ouais, tu sais. C'était il y a 10 ans. Mais du coup, ils ont vraiment éduqué toute une génération à l'entrepreneuriat, alors qu'en France, c'était encore pas non plus développé. Donc moi, j'ai appris avec eux genre les bases. Et après, j'ai écouté plein de podcasts sur l'entrepreneuriat impact, etc. Mais en sortie d'école, moi, quand je suis entrée en école d'ingénieur, à la base, c'était, je voulais travailler dans le luxe. Je voulais travailler, je me voyais travailler dans une grande maison, avoir une carrière, tu vois, monter les échelons. Et je me disais, ok, je veux entreprendre, mais je pense que je vais entreprendre, tu vois, à 45 ans, à 50 ans, tu vois. Quand j'aurais déjà en fait des bases un peu établies. Ouais, vraiment, c'était, je vais tout donner dans un taf, je vais me donner à fond, et un jour, tu vois, je vais faire, tu vois, la crise, la fameuse crise de la quarantaine. La quarantaine. Je vais tout quitter, j'ai monté ma boîte, etc. Tu vois. Ouais. Et je voyais souvent des reportages en plus de gens qui, à 40 ans, tu vois, quittaient leur carrière chez L'Oréal pour aller monter une asso, pour aller faire un truc, et je me disais, ça c'est moi dans quelques années. C'est ça. Donc t'avais déjà en fait toute l'histoire qui était dans ta tête, ouais. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Non, effectivement. Forcément, la vie est toujours plus créative que nous. Et donc, je me suis dit, moi, je veux travailler dans le luxe. Donc, tout mon projet professionnel était là-dessus. Donc, tous mes stages, j'ai eu la chance de les faire chez Louis Vuitton. Ok. Donc déjà, t'as pu rentrer dans le domaine que tu cherchais. Ouais. J'étais hyper déterminée pour faire le truc. Donc, j'avais commencé ma recherche de stage hyper en avance. J'avais contacté tout le monde, etc. Je suis rentrée premier stage donc en atelier chez Louis Vuitton. Ouais. Tu devais faire quoi? Au début, le premier stage, c'était un stage ouvrier, tu sais. Ouais. J'étais à la logistique et je faisais de la préparation de commandes pour les chaînes de production. Ok. Ça va, c'était sympa? Ouais, franchement, c'était trop bien. C'était dans un atelier de production Louis Vuitton, donc même si je faisais juste... Tu vois les sacs passer. Ouais. Même si je faisais juste de la préparation de commandes, c'était trop bien, tu vois. Et il y a un truc que t'as appris là-bas ou que tu as découvert là-bas? Ouais, j'ai appris l'excellence. Genre vraiment, moi, j'ai été fascinée par la rigueur du travail, par l'esprit, tu vois, le mindset de l'excellence qu'il y a partout dans la boîte. Et donc, tu vois, ça se ressent sur le produit, ça se ressent sur comment les gens travaillent, sur les process, sur même l'environnement. C'est vraiment, tout est, je sais pas, pas parfait, mais tu vois, super bien pensé, etc. Il y a vraiment un souci du détail, c'est ça? Il y a un souci du détail. Et un autre truc qui m'a marqué, il y a plusieurs trucs qui m'ont marqué. Vas-y, un par un. Le leadership des dirigeants, là-bas. Quand tu dis dirigeants, c'est qui? Parce que je suppose qu'il y a des dirigeants intermédiaires. Ouais, donc il y a les managers, mais il y a surtout, tu vois, je me souviens du directeur de l'atelier qui venait et donc chaque semaine, il faisait un discours à l'atelier et avec vraiment une vraie prestance et un vrai discours qui rassemblait, tu vois, qui était vraiment en mode... Fédérateur, tu vois. Enfin, tous les discours, c'est en mode, allez, j'ai envie de travailler la semaine prochaine, tu vois, j'ai envie de dépasser mes objectifs, etc. Et j'ai trouvé ça hyper puissant parce qu'en fait, il arrivait à ce que, du coup, toutes les maroquinières et donc les ouvrières, etc., qui font le travail entre guillemets, ça reste du travail à la chaîne, hein, même si c'est un atelier de production. Il arrivait à les rassembler autour d'une mission commune et autour de vous travaillez pour un truc qui est plus grand que vous et vous travaillez pour la maison Louis Vuitton. Ouais, c'est pas juste mettre des boutons sur un sac et coller des choses, quoi. Ouais, là vous êtes en train de contribuer à un truc qui est ouf, tu vois. Et du coup, tout le monde était en mode, on est trop content de travailler pour ce monsieur, mais aussi pour la maison. On est trop content de faire ce travail. Il partageait les chiffres, il disait c'est grâce à vous, etc. Donc ça m'avait beaucoup marqué de voir un leader qui était vraiment un vrai leader, tu vois, par son discours, sa prestance et la considération qu'il avait aussi pour les employés. Donc, tu vois, il serrait la main à tout le monde. Enfin, je trouve que il y avait ce mélange d'exigence et de considération qui était excellent. C'est super d'avoir un exemple comme ça, surtout pour un stage ouvrier. Parce que j'ai
En tout cas, j'ai eu des collègues qui m'ont pas du tout raconté ça, de leur stage ouvrier. Et je trouve que c'est un bel exemple de leadership qui montre que c'est pas juste le statut de la personne qui fait que les gens se mettent au travail, mais au contraire, c'est toutes les actions que cette personne mettait en œuvre pour engager les personnes justement dans un travail, mais pas juste pour faire le travail, mais pour justement cette cause plus grande que tu évoquais. Et c'est super comme exemple parce que je connaissais pas trop le domaine du luxe, jusqu'à ce que je rencontre quelques personnes qui travaillent aussi dans le luxe et qui me disaient qu'effectivement, il y avait autre chose qu'un prix cher, et notamment à Louis Vuitton, que derrière, il y a toute l'expérience aussi. Ah oui, il y a une expérience folle. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pour ça que je suis aussi curieux sur cette dimension où tu disais, ça change la manière dont les personnes aussi travaillent. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ça? Qu'est-ce qui pour toi faisait que cette ambiance crée un mode de travail un peu différent? Ouais, et justement, le troisième point que j'ai retenu de mon expérience en atelier, c'est vraiment à quel point les salariés étaient engagés dans leur travail et à quel point ils étaient fiers. Il y a une fierté. Il y a une fierté de travailler pour Louis Vuitton. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont aussi fidèles. Et tu vois, à l'atelier, tu vois des femmes qui travaillent dans l'atelier depuis 40 ans, 50 ans. Elles sont entrées à 18 ans et elles en ont 60 et elles sont toujours là, tu vois. Oui. Et elles ont toujours cette même fierté de je travaille pour une des plus belles maisons du monde, tu vois. Et c'est quelque chose de super important. En tout cas, ça résonne chez moi, cette notion de fierté, parce que aujourd'hui, ce que je vois en entreprise, c'est au contraire que cette fierté, elle s'est un peu évaporée. Exactement. Que les gens y vont de manière un peu alimentaire. Même si les gens aiment leur travail, tu vois, je sens de moins en moins, on va dire, cette dimension de voilà, ce que je fais, ça apporte quelque chose et ça contribue à quelque chose qui résonne chez moi en interne. Voire même c'est ok au final que je fasse n'importe quoi. De toute façon, c'est pas mon problème. Et effectivement, je trouve que c'est quelque chose qui est dommage. Donc c'est intéressant de voir que dans d'autres domaines, aussi de par l'environnement qui est créé par le leadership, des personnes peuvent être fières de ce qu'elles produisent et je pense que ça change tout dans l'ambiance de travail en même temps. Oui, carrément, parce que les gens sont engagés, ils sont contents d'être là. Après, je parle pas pour tout le monde, oui, etc. Mais en général, l'ambiance qui en dégage, c'est des gens qui sont contents d'être là, qui sont fiers d'être là, qui sont fiers de contribuer à développer cette entreprise, qui sont soucieux de leur travail et qui font les choses bien, avec excellence. En fait, je pense que c'est cette notion d'être engagé dans le sens où on leur partage les chiffres, on leur partage les actualités, tu vois, on va leur dire Louis Vuitton cette semaine va participer à cet event ou voilà, ou aujourd'hui sur la boutique de Miami, il y a eu tant de ventes de ce produit d'excellence, tu vois. En fait, on va vraiment les inclure dans le projet et du coup même si toi tu as juste à faire cette tâche répétitive toute la journée, t'as l'impression que tu es vraiment considéré et que tu participes à ce que ça avance, tu vois. Alors que je trouve que je pense que dans beaucoup de métiers et d'entreprises, les gens sont pas inclus, tu vois, ou parfois un peu trop tard. Ou trop tard. Et du coup, ils sont détachés du truc en mode, en fait. On m'a pas demandé mon avis, alors oui. Je vais pas non plus y mettre plus que ça comme effort, quoi. Non, mais c'est sûr. J'entends de la transparence, ce qui est surprenant, mais c'est parce que j'avais pas cette vision du luxe. Et aussi un partage du rêve commun. Parce que je trouve qu'effectivement, quand on est dans une maison de luxe comme à Louis Vuitton, il y a quelque chose, je sais pas, qui navigue autour. Et voilà ce qu'on apporte au monde. Il y a une image. Il y a une histoire. Derrière. Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire. Et puis, je pense qu'il y a l'excellence, qui est aussi ce truc où t'as tout le temps envie de progresser. Mm-hmm. Parce qu'en fait, tu veux pas te reposer sur tes acquis. En fait, on te demande tout le temps de progresser, de fournir un produit d'excellence. Et je pense que c'est un vrai driver. D'ailleurs, c'est quelque chose qui répète souvent dans la maison de Louis Vuitton. C'est quelque chose qui est tout le temps répété en management. C'est en étant exigeant avec les gens qu'on les fait progresser. Et en fait, du coup, ils sont tout le temps en train de faire progresser les gens. Et du coup, je pense que ça te maintient aussi intellectuellement je progresse. Donc, moi aussi, je suis fière de moi parce que j'ai progressé. Et du coup, on me dit que c'est bien. Du coup, tu vois, je pense que ça... Un cercle vertueux. Ouais. Et ça contribue à ton estime de toi-même parce que tu sens que tu stagnes pas dans ta vie, etc. Donc, je pense qu'ils ont réussi à créer un truc où c'est bénéfique pour les employés, c'est bénéfique pour eux et ça fait avancer les choses. En tout cas, c'est une belle phrase. Être exigeant avec les gens pour les faire progresser. Mais ça veut dire qu'il y a aussi une dimension de reconnaissance de l'effort, du travail des gens et des résultats, tout en leur demandant de faire potentiellement un peu plus la prochaine fois, sans forcément les cramer, parce que c'est pas l'idée. Mais cette dimension d'inclusion et d'engagement que tu décris, effectivement, je trouve ça extraordinaire quand tu le racontes avec ces yeux de stage ouvrier. Ouais, c'était une belle première découverte du monde du travail. Dans le luxe, en plus. Dans le luxe, okay. Voilà. Donc, tu fais cette première expérience-là, et ensuite, tu continues dans la même maison, c'est ça?
Donc après, oui, je continue à la maison. Je fais un stage de césure de 6 mois. Ok. Donc là, au siège à Paris. Donc là, je suis en développement matière. Donc là, je suis vraiment... Rien à voir alors. Là, c'était vraiment dans un métier encore plus précis. Parce qu'avant, t'étais dans la logistique, tu disais? Ouais, là, c'est la logistique avant. Et donc là, je passe vraiment à un poste qui est un poste de futur ingénieur. Donc c'est sur la partie maroquinerie, donc la conception des sacs. Et là, du coup, je suis l'intermédiaire entre les ateliers de production et les designers. Donc les designers vont me dire, bah nous là, on veut développer un nouveau sac, ça va être ce verre-là avec ce motif-là, etc. Moi, je vais aller voir les fabricants et je vais leur dire, bah faut qu'on arrive à développer ce truc-là. Et donc, je vais faire l'intermédiaire entre les corps de métier et je vais aussi être parler avec les chefs de projet, avec tu vois. Donc c'est vraiment un métier qui est transverse que j'ai adoré parce que c'est transverse, parce que tu parles un peu avec tout le monde. Et j'avais aussi un truc, c'est que dans mon école d'ingénieur, s'il y avait bien un truc qui me manquait, c'était tout l'aspect créatif. Et c'est aussi pour ça que je voulais retourner dans le milieu de la mode ou tu vois du luxe et tout, c'est parce que je suis hyper créative et donc j'adore tout ce qui est créatif, créer un truc de zéro. J'adore aussi tout ce qui est beau. Et donc là, pouvoir avoir accès aux designers de chez Louis Vuitton, c'était aussi une magnifique expérience parce que t'es au cœur de la création. T'arrives dans les studios où c'est vraiment, tu vois, ce que tu vois dans les films, tu vois, les studios créatifs et tout. Donc, et en plus, t'es à Paris, tu sais, rue Rivoli. Oui, ok. Donc, tu sais, j'avais l'impression d'être dans un film américain, oui, tu vois, de la fille qui fait son stage dans la mode, tu vois. Mais au moins, tu pouvais voir aussi un petit peu voir le produit passer du rêve à la réalité. C'est ça. Parce que là, t'avais vraiment accès à des gens qui étaient créatifs, mais qui aussi rendaient la chose concrète. Donc l'expérience, en tout cas, ça t'a donné les étoiles aux yeux, là, comme les gens le voient pas, mais elle avait les étoiles aux yeux quand elle en parlait. Et donc ça, c'est la deuxième expérience que tu avais. Tu progresses dans les échelons aussi là-bas. Et tu fais quoi après? Tu y restes pas? Non, bah du coup c'était césure, mais après je fais une troisième expérience là-bas, donc je refais un stage de 6 mois encore. Donc je suis reprise dans la même équipe parce que c'était super bien passé. Et je continue un peu dans la même lignée. C'est un peu plus ou moins le même poste, toujours en tant que je suis plus ou moins chef de projet dans la maroquinerie. Et donc je finis mon stage et à ce moment-là Covid. Tu vois, moi, j'étais rentrée à la base en mode, je fais mon stage chez Vuitton, je vais être embauchée là-bas parce que c'est un stage de fin d'études. Il faut commencer l'histoire, je veux dire, à un moment donné, il faut rentrer dans la boîte pour atteindre les 40 ans et après tout balancer, voilà. Tu vois. Donc, il faut commencer le plan. C'est ça. Donc, pour moi, c'était vraiment, je rentre pour être embauchée en fin d'études. Parce que, voilà, troisième stage chez Vuitton, ça se passe super bien. Donc, c'est la suite logique, tu vois. Bah, en plus, tu avais déjà 2 expériences avant, donc ça veut dire quand même que tu fitais bien au profil de la boîte. Ouais. C'est ça, suite logique. Donc là, le Covid arrive et donc ça rabat un peu toutes les cartes parce que les embauches sont gelées, tu vois, à l'époque. Ouais. Enfin, c'est un peu le bazar parce que eux, en fait, toutes leurs boutiques elles sont fermées pendant le Covid. Donc eux, ils savent pas ce qui va se passer, ils réduisent les budgets, etc. Donc je comprends assez vite que ça va être très chaud pour une embauche directe après le stage. Et en parallèle, je me souviens que moi, je commence aussi à avoir un peu une quête de sens à cette époque-là. Où je me dis, mais en fait, là, c'est le Covid. Le monde est en train de couler, on va dire. Il y a une pandémie mondiale. Et moi, je suis en train de faire des sacs qui valent 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros pour des gens qui sont déjà extrêmement riches. Et je commence à me dire, mais en fait... est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis au bon endroit? Et est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je pourrais plus contribuer? Et en fait, est-ce que ça a du sens, en fait, de vendre des sacs à des gens ultra riches alors que le monde est en train de couler, tu vois? Et donc là, je commence à un peu avoir ces réflexions-là, alors qu'avant, j'étais en mode, tu vois, carrière, le luxe, tu vois. Bah, c'est un peu comme ça qu'on nous drive, hein. Quand on est dans les écoles, voilà, vous serez l'élite de la France, etc. Vous êtes excellent. Non, mais voilà, c'est ça, hein, c'est important. Et après, des fois, on fait simplement notre bonhomme de chemin sans penser trop à ce qui se passe autour. Donc là, tu as quand même un petit coup d'arrêt sur le grand plan que tu avais. En même temps, tout le monde s'est arrêté, hein, en même temps. Et quand même, tu as fait une pause sur... Ok, mon rêve, c'était d'aller dans cette direction-là. Et maintenant, je me rends compte aussi que ce à quoi je contribue, ça résonne pas tant que ça avec qui je suis. Et tu te dis, je vais créer une autre histoire. C'est ça. L'idée de créer un nouveau chemin arrive. Et à ce moment-là, je me souviens que je travaille chez Vuitton, mais en même temps, toute la journée, j'écoute des podcasts sur des entrepreneurs à impact qui racontent comment ils ont créé, tu vois, Too Good To Go, tu vois, ils ont créé des innovations qui ont permis, en fait, d'aider le monde, etc. Et du coup, je me dis, mais en fait, peut-être que je pourrais... Et moi, alors, est-ce que je pourrais créer un truc qui va vraiment aider les gens et qui va vraiment contribuer à ce que
ce monde s'améliore et pas l'inverse, tu vois. Ça veut dire que t'avais pas arrêté depuis l'école à continuer à écouter ces podcasts d'entrepreneuriat? Non, toujours. Vraiment, ça fait vraiment partie de mes passions, dans le sens où quand j'ai du temps libre, et encore aujourd'hui, tu vois, l'entrepreneuriat il fait partie de mes passions, parce que pour moi, écouter un podcast sur l'entrepreneuriat, c'est un kiff. Enfin, c'est vraiment ce que je vais faire sur un temps libre, sur un trajet, etc. Il y a toujours une inspiration à avoir Ouais. par rapport à un trajet, une décision, même un échec, un apprentissage de quelqu'un. C'est toujours une pierre de plus qu'on peut éviter chez nous aussi. Exactement. Donc moi, j'adore écouter l'histoire des gens. Enfin, je pense que c'est ma passion, c'est écouter l'histoire des gens, et encore plus des entrepreneurs. Et donc, en fait, je commence ces podcasts, tu vois, petit à petit, je les écoute, et petit à petit, ça réveille un truc en moi. Je commence à avoir des idées, etc. Et du coup, en parallèle, je commence à créer un compte Instagram, du coup, avec mes associés de l'époque, pour dire, OK, comment on peut créer une mode qui est plus alignée avec nos valeurs. Parce qu'à ce moment-là, il y avait aussi le scandale des Ouïghours qui avait éclaté, qui montrait que tout Zara, H&M, enfin toute la fast fashion était en fait fabriquée dans des conditions extrêmement graves. Et donc toute ma génération qui avait tu vois, consommé énormément de fast fashion, plus jeune, etc., commençait à dire, mais en fait on n'a plus envie de contribuer à ça, et on n'a plus envie de porter des vêtements sur lesquels on n'est pas du tout aligné. Donc il y a eu aussi un peu ce mouvement-là qui est là, et du coup nous on a créé un compte Instagram en disant, OK, on en a tous marre de créer de la fast fashion, qu'est-ce qu'on peut faire, quel type de solution on peut mettre en place pour changer les choses, tout en restant stylé, tu vois. Parce que, okay, voilà. Attends, je viens quand même de la mode, c'est pas pour mettre des torchons après, quoi. Exactement, parce qu'on disait ça aussi, en fait on disait il y a plein de marques qui courent comme ça, mais c'est très simple, etc. Nous on kiffe s'habiller, on kiffe être dans le style et tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour et chic. Exactement, pour être stylé tout en restant aligné avec nos valeurs. Donc en fait on part un peu dans ce délire-là, et en fait moi à l'époque je connaissais rien encore à Instagram, aux réseaux sociaux, etc. Mais tu vois, là on était confinés, donc il y avait pas d'autre choix que d'utiliser Instagram. Pour te connecter finalement aux autres, les réseaux sociaux c'était le meilleur. C'était la seule chose possible, ouais. Tu vois. Donc en fait on crée le compte Instagram, et en fait c'était un peu le confinement, donc tu vois je suis un peu j'ai pas non plus mille trucs à faire. Donc en fait on commence à se prendre au jeu, et je commence à faire des stories toute la journée sur ce compte, à parler aux gens, à lancer des challenges, etc. Alors que vraiment je savais pas du tout ce que je faisais, tu vois. À l'époque. À l'époque, t'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre. Et en fait ça prend, et tu vois, en 2-3 mois on arrive à 10 000 abonnés, alors qu'on avait pas de concept, rien à vendre. Donc ça prend. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur c'est quoi le genre de challenge que tu as proposé? Parce que si vous partez de rien, quelle a été un peu la ligne éditoriale, si je puis dire? En gros, donc on proposait des challenges upcycling. Donc tu vois, en faisant nos recherches, on a commencé à découvrir ce concept d'upcycling, donc faire du neuf avec du vieux, qui était développé dans d'autres pays mais qui était encore très peu connu en France. Et du coup, on a créé des challenges upcycling, et donc on proposait aux gens qui étaient du coup tous confinés d'aller prendre des vêtements dans leur placard qu'ils portaient plus, et de faire des customs avec, de les modifier, etc., pour les remettre au goût du jour. Et du coup, on a fait un challenge comme ça où on disait aux gens, faites une photo avant, après, et vous nous l'envoyez, et nous après on partage tout sur notre compte Instagram, et on va faire un système de vote, vous allez venir voter et on va élire la meilleure création. Une sorte d'expo un petit peu en ligne, ouais, super. Et ça a bien marché. Et ça a marché super bien, parce que je connaissais pas encore les algos à l'époque et tout, mais du coup pour l'algo c'est incroyable, parce qu'en fait du coup tout le monde vient voter sur ton compte à un instant T, donc t'as un énorme pic, et en fait du coup ça faisait exploser le compte à chaque fois. Et donc, on gagnait, je crois, 2000, 3000 abonnés par challenge. Parce qu'en fait, on avait genre 60-70 participants, donc il y avait quand même du monde, qui partageaient, eux, sur leur réseau, et qui demandaient à tout le monde d'aller voter sur notre compte. Ah bah oui, forcément, oui. Donc en fait, on avait vraiment ça faisait exploser l'algo, et on devenait hyper visible d'un coup. Et donc ça a super bien marché. Et les gens ont kiffé le challenge. Tout le monde s'est mis à la couture en plus, parce que tu sais, tout le monde faisait les masques. Oui, exactement. Donc tout le monde avait sorti sa machine à coudre, donc en fait on était vraiment c'est vraiment en fait au bon endroit au bon moment pour une fois, avec les bons concepts, ouais. Vraiment avec le bon concept et tout, donc ça a super bien pris. Et du coup quand j'ai fini mon stage, on avait déjà pas mal d'abonnés, etc., et on s'est dit vas-y, on tente le truc. Ok, donc en fait de ce que j'entends, c'est qu'il y avait une idée. Finalement cette idée elle a été testée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conviction, enfin il y avait une envie quand même, de ce que j'entends. Il y avait un problème. Il y a un problème. Ensuite, une envie de contribuer. Vous l'avez fait à votre manière. Alors, je sais pas pourquoi Insta et pas autre chose, d'ailleurs. À l'époque, c'était un Insta, ouais. C'était Insta, ouais. Et ensuite, vous avez testé votre challenge, vous avez vu que ça a répondu, et vu que ça répond, autant aller avec la vague. Exactement.
Et donc, on se dit, tu vois, là, du coup, je suis diplômée et je me dis, bah, soit je cherche un taf, mais c'est compliqué en ce moment, soit j'ai ce projet-là qui est en train de prendre, bah, je le tente et puis on verra. Donc là, par rapport à un peu la timeline, quand tu décides de te lancer, on est déconfiné ou on est encore confiné? Je me rends pas compte en fait à quel Septembre point 2020, du coup, on est entre ouais, on est un peu entre on est entre deux confinements. Parce qu'il y a, je crois que octobre ou novembre, on s'est refait confiner. ouais, enfin il y a eu une période en tout cas fin d'année, il me semble, où en tout cas on était dans une sorte de demi-confinement. Ouais, c'est ça. Qu'on était entre deux, mais c'était pas stable du tout. D'accord. Donc quand même tu décides, OK, on va lancer quelque chose alors que tu sais toujours pas vraiment ce qui va se passer. Ouais. OK. Et du coup, on se lance à fond. Mais moi, on se prend toute l'équipe vraiment de passion pour le projet, dans le sens où je deviens obsessionnelle sur le projet. En mode, je mange RISAP, je dors RISAP, je pense à RISAP toute la journée. Le nom vient d'où? C'est alors le re de la réutilisation OK. et SAP du vêtement. Donc RISAP. OK. Je me posais la question maintenant que tu le disais, je me dis tiens, il y a peut-être une histoire, mais voilà. Et du coup, ouais, je deviens obsesse par le truc. Et du coup, je mets toute mon énergie, tout mon temps, toutes mes ressources sont sur ce projet. Et en fait, on arrive à créer vraiment une émulation, tu vois, autour de ça. Et en fait, on partage énormément sur les réseaux, tu vois, tout ce qui se passe. Et en fait, les gens s'attachent à l'histoire. Et donc, on arrive à créer une communauté hyper vite de gens qui suivent l'histoire et qui sont hyper engagés. Et donc, tous les jours, on présente des pièces, on fait des drops sur Instagram. Très vite, on arrive aussi à avoir une boutique, parce qu'on a une amie en fait qui avait une boutique sur Paris et elle nous dit j'en ai trop marre de ma boutique, etc. Vous voulez pas la prendre? Moi, j'ai besoin d'aller prendre des vacances. OK, bah pourquoi pas. On prend. Let's go. Ouais, grave. Du coup, on se retrouve avec une boutique où on peut exposer nos pièces directement. Où en fait, du coup, on est directement au contact du client. Donc le client vient et en fait direct on voit sur quelle pièce il s'arrête. On discute avec lui sur ses besoins, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Et donc en fait, ça a été aussi une vraie chance de pouvoir être avec autant de proximité avec notre cible au quotidien, parce que ça nous a fait évoluer hyper rapidement et faire évoluer notre offre par rapport aux besoins qu'il y avait. Et donc ça prend hyper vite, autant en physique que sur les réseaux. Les choses se font hyper naturellement, on grossit, on constitue une équipe et en fait très vite on a des très belles opportunités qui arrivent parce qu'on est visible. Donc très vite, tu vois, au bout de 6 mois, on est démarché par Galeries Lafayette. Galeries Lafayette, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est énorme. Et démarché comment? C'est tu reçois un message, on t'appelle? Ouais, on reçoit un mail en mode une acheteuse de Galeries Lafayette qui nous dit qu'ils ont repéré notre marque sur les réseaux, qu'ils sont intéressés et est-ce qu'on peut en parler, tu vois. Alors qu'à cette époque, on n'avait même pas de collection, tu vois. Genre vraiment, on n'avait même pas de collection. C'était on travaillait dans 3 mètres carrés à l'arrière de la boutique avec 2 machines familiales. On savait pas coudre. C'était artisanal, quoi. Ouais, c'était vraiment le freestyle total. Mais tu vois, on se fait repérer. Enfin, on part au call vraiment en bluff total. Les collections, ben oui, pas de souci, etc. On n'a pas de collection. Après, on dit bon, on va devoir faire des collections là. Allez, maintenant on y va. Hein. Ouais. Et tu te rappelles un peu de la réaction que vous avez eue quand vous avez eu ce premier message, Galeries Lafayette? Parce que je pense qu'il y en aura d'autres après. Mais ce premier message déjà de vous dire, bah vous êtes plus seul. Ouais, bah c'est ouf parce qu'on se dit mais ils savent pas les coulisses du truc. Ils ont pas vu l'arrière-boutique là. Mais on se dit let's go, on va leur dire oui et après on avise, tu vois. Genre pendant toute l'aventure ISAP, ça a été toujours on dit oui. Et après, on voit comment on le fait. Mais par contre, vous avez tout donné pour que ça marche, quoi. Ouais. On a tout donné pour que ça marche, mais on a toujours eu des opportunités avant même qu'on soit prêt. Et en fait, les opportunités nous ont permis de nous construire à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, il fallait en fait construire un nouveau palier pour pouvoir répondre de manière honorable à cette opportunité-là. On a toujours été démarchés avant d'être prêts. On a toujours dit oui. Et on s'est toujours dit, vous avez réussi à saisir les opportunités. Ouais. Et après, à les concrétiser. C'est ça. Alors que d'autres auraient dit, non, on n'est pas prêt, ou attends, faut qu'on voit, ou, nous, on était vraiment en mode fonceuse, tu vois. Et donc, on a eu Galeries Lafayette, donc on arrive au Galeries Lafayette, donc c'était ouf. 1 an après, on a fait une collab, pareil, on a reçu un message pour faire une collab avec Levi's. Ça, c'est stylé aussi. Alors que Levi's, tu vois, c'était, dans notre plan, Levi's, c'était, ok, c'est le goal sur 10 ans de faire une collab, tu vois. Parce que nous, c'est une marque de jeans, en fait. Ah, ok, d'accord. C'était une marque de jeans, donc, genre, quelle est la plus belle collab qu'on pourrait faire? Levi's. Ça te fait un peu élite, hein. Ouais. Ouais, et tout. Ouais. Et donc, on fait une collab avec Levi's. Et ça arrivait comment, ça? Pareil, les réseaux sociaux, on est extrêmement visible sur Instagram. Et en fait, à ce moment-là, toutes les marques aussi, voulaient être plus dans l'écologie, dans le social, dans le Made in France. Donc, on était vraiment dans le truc qui était tendance sur le moment.
Et donc, Levi's, en fait, les marques ont beaucoup d'invendus, ont beaucoup de dead stock, etc. Et donc, en fait, ça fait totalement sens. Nous, on apportait vraiment une solution aux marques. Et donc, Levi's nous contacte en mode, bah, écoutez, on serait trop chaud à faire une collab avec vous. Et là, c'est qui vous contacte? C'est une chef de projet de chez Levi's. Ok. Parce qu'il y avait les achats la première fois. Là, c'est une chef de projet, donc quand même dans une relation de collaboration réelle, peut-être de construction de quelque chose. C'est ça. Donc, je me souviens, on fait un premier call ensemble. Après, elle nous invite dans ses locaux. On va dans ses locaux. Enfin, tu vois, moi, c'était ouf pour moi parce que, en vrai, j'avais 24 ans. J'ai toujours rêvé de faire de l'entrepreneuriat. Et là, genre, je suis dans les locaux de Levi's, quoi. Je monte une marque et ça prend. Et je suis invitée dans des trucs de fou. Genre, en plus, je me souviens qu'elle nous reçoit, elle nous montre sa collection, elle nous dit, bah, prenez les jeans que vous voulez, tu vois, c'est pour vous. C'est pour vous? Ouais. Moi, je suis en mode, je vais prendre tous les jeans. Non, mais tu vois, c'est des beaux moments parce que, enfin, tu vois que le travail paye, entre guillemets. Et quand tu vois que les choses marchent, c'est un accomplissement de fou. Je pense qu'il y a aussi derrière un aspect intangible qui est important à mettre en avant, c'est que non seulement vous aviez une conviction, vous aviez une envie qui était suffisamment forte pour un peu dépasser les obstacles qu'il aurait pu y avoir, parce que c'est pas quand même la meilleure période. Même si vous avez trouvé le bon concept, peut-être qu'avant, vous le saviez pas forcément, c'est venu d'une réflexion personnelle qui a résonné avec d'autres personnes, parce que tu t'es associé. Ça, c'est une autre question que j'avais pour toi. Mais vous êtes quand même allé au bout. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui auraient pu se lancer à faire la chose, mais pas se mettre sur les réseaux, parce que se mettre déjà sur les réseaux, c'est quand même une manière de se dévoiler. C'est pas un exercice qui est facile. Et ensuite, vous avez été visible et vous avez accepté les challenges vous-même de Galeries Lafayette, de Levi's, parce que quand vous êtes en face de marques comme ça, je pense que faut avoir la pêche, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que tout succès entrepreneurial rapide, entre guillemets, découle d'une intensité et d'une obsession réelle. Pour moi, genre, c'est pas possible de réussir aussi vite que ça si t'es pas obsédé. Mais quand je te dis obsédé en mode, comme je t'ai dit, genre, t'as toutes tes pensées qui sont dans ce... Parce que moi, à cette époque de ma vie, j'avais vraiment que ça. Et c'est pour ça que je pense que cette raison-là qui a fait que ça a pris, c'est que c'est une phase hyper intense. Et c'est pour ça aussi que la notion de temporalité est hyper importante dans l'entrepreneuriat, parce que cette phase-là, elle peut pas durer longtemps. Ouais, sinon après, t'es totalement mort. Ça marche pas, ouais. oui, c'est comme une relation amoureuse où en fait, bah, t'as une phase d'intensité et tu sais que ça va pas durer 10 ans, tu vois. Mais cette phase d'intensité, quand elle est là, il faut y aller all-in, tu vois. Et du coup, si ça dure trop longtemps, en fait, c'est ça que genre, il faut que t'aies réussi, il faut que t'aies eu des premières victoires dans les 3 premières années. Après, tu vas commencer à te décourager, à plus être aussi motivé, tu vas commencer à avoir... Tes pensées vont aller vers d'autres trucs, etc. Et d'ailleurs, moi, c'est arrivé après, tu vois, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, bah, ok, j'ai commencé à vouloir faire d'autres trucs, etc. Et en fait, c'est là où, bah, ça devient compliqué. C'est marrant, hein, c'est un petit peu comme dans les relations amoureuses, hein. Ouais. 2-3 ans, tu commences à te dire, bon, allez, on va aller voir ailleurs. Non, mais c'est important, hein. Je pense que dans cette dynamique où tu crées un changement aussi dans ta vie, à toi, parce que là, tu passes d'un rêve initial de je vais aller me poser dans une boîte, etc. à là, je commence à prendre mon quotidien en main, à développer quelque chose. C'est-à-dire que tout cet aspect un peu qu'on pourrait décrire marketing, si je puis dire, c'est pas quelque chose que tu avais forcément appris en plus à l'école. Pas du tout. Et pareil, en fait, moi, j'étais pas du tout une meuf des réseaux, je connaissais pas les réseaux. On m'avait même, enfin, j'ai jamais envisagé de faire de la communication, tu vois. C'était même pas un truc on m'avait jamais dit un jour tu pourras faire de la com, tu vois. Je savais même pas que ça existait comme métier, tu vois. Genre, donc vraiment, c'est un truc qui a été hyper instinctif. Parce que je me suis jamais formée à ça et je pense que ça a été aussi ma force parce que du coup, j'ai pas du tout communiqué comme les autres marques et j'ai pas du tout utilisé les codes de la communication. Du coup, j'ai fait un truc qui était hyper authentique et naturel. Personnel, ouais. Et personnel parce que on m'a jamais dit en fait tu communiques pour faire un lancement de produit, tu fais ta. Tu savais pas alors tu l'as fait. Ouais. Moi, j'ai juste fait en mode les gars, on sort un nouveau produit, c'est ça, achetez. Et justement, tu prenais de ce que j'avais pu voir, tu prenais des photos, t'étais ton propre modèle. Ouais, des fois, ouais. Bah, en fait, les filles de l'équipe, c'était les modèles. Des fois, il y avait personne avec moi, donc je faisais moi les photos. C'était vraiment intuitif. Qu'est-ce qui est logique à faire là, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait. Mais je pense que ça a été vraiment l'élément différenciant de pas faire comme les autres et de faire un truc nouveau. Parce qu'en fait, les gens disaient, ah, mais c'est votre manière de présenter les choses, c'est hyper nouveau. Ça casse tous les codes. C'est pas les codes de la mode, c'est pas les codes de l'entrepreneuriat, c'est pas les codes d'une marque, donc c'est intéressant, tu vois. C'est normal, là, parce qu'il n'y avait pas de code au départ. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Et du coup, là, on est un petit peu dans la partie pic, ou est-ce qu'on est encore dans la phase montante?
Est-ce qu'il y a encore, Montante. on est encore dans la phase montante. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'après, il me semble qu'il y a encore d'autres belles aventures qui arrivent. Ouais, après, il y a plein de trucs. Donc, en fait, le milieu de la mode, c'est ça. C'est une fois que t'as fait une collab avec une marque, toutes les autres marques t'appellent. Ouais. Ah, on a vu votre collab avec Levi's, c'est intéressant, nous aussi. Donc, en fait, après, on arrive à avoir des plein de très beaux clients. Tu vois, Etam, Maison 2-3, Lacoste, Timberland. Enfin, tu vois, après. Il y a vraiment plein de maisons, ouais. On travaille avec plein de marques, c'est trop cool. La marque se développe bien, on déménage dans un 100 mètres carrés à Paris, on monte un atelier propre, on recrute. Donc en fait... Vous êtes combien là, à l'époque? On a à peu près 5-6. Ouais. On est monté jusqu'à 10 dans l'équipe. Oui, quand même. Recrutement interne, genre CDI ou plutôt des free? On avait de tout. Les deux. On avait des CDI, des free, des stagiaires, des alternants. Ouais, de tout quoi. Ouais, de tout. Donc tu vois, ça prend vraiment. Là, on part en mode croissance. Donc des belles. On avait nos propres vêtements, upcyclés. On faisait aussi du service en B2B, donc avec les marques. On faisait des projets, on faisait des collabs, on faisait des ateliers upcycling. En même temps, on continue à développer la notoriété sur les réseaux, à avoir une belle présence en ligne. Donc ça se développe. On fait plein de coups marketing très sympas. On sort un livre avec Larousse. Enfin, on fait vraiment plein de trucs, hein, ouais. Ouais, plein d'opportunités ouf, tu vois. On écrit un livre, c'était encore un truc pareil, réseaux sociaux. Bonjour, je suis la directrice de la section DIY chez Larousse. On aimerait beaucoup écrire un livre avec vous. Un DM Insta, tu vois. Ouais. Avec plaisir, parlons-en. Parlons-en. Ouais, donc j'ai vraiment toujours voulu faire ça. Ouais, exactement. Donc là, on est encore une fois accueillis dans les... Ah, vous aviez des locaux en plus maintenant? On avait des locaux. Mais là, ils nous invitent chez eux, donc à Montparnasse. Tu sais, il y a Larousse qui est à Montparnasse. Donc on va dans les bureaux de la maison d'édition. Là, vous voyez tous les gros bouquins Larousse, là? Ouais. Prenez tout ce que vous voulez aussi. Ouais, mais ils nous ont passé des trucs aussi. Franchement, vraiment, c'était le truc VIP tout le temps. Et en fait, ce qui était marrant, parce que du coup, on a eu l'histoire après, c'est que justement, cette directrice de chez Larousse, en fait, c'est sa fille qui avait acheté une pièce Rissab, tu vois. Ah, ok. Et en gros, il lui avait dit, ah, mais c'est original, ton manteau, ça vient d'où, etc. Et il lui a dit, non, mais c'est trop bien, c'est Rissab, tu connais pas, etc. Et donc, c'est comme ça qu'elle a connu la marque grâce à sa fille. Et donc, voilà, donc on fait ce projet de livre, trop bien, distribué partout en France, etc. Et je pense que le dernier coup de maître, ça a été Qui veut être mon associé. Donc après, on est passé dans Qui veut être mon associé. Pareil, c'était trop bien et ça a encore fait plus boomer la marque parce que la télé, ça ouvre à une autre cible. Oui, exactement. Tu vois, à des gens qui sont pas forcément dans la mode, qui sont pas forcément... Donc là, on a encore une autre type de résonance qui est encore plus forte qu'avant. La notoriété explose. Hein. Ouais. Comment ça se passe d'ailleurs pour aller là-bas? Il faut postuler? C'est-à-dire que c'est vous qui avez postulé? Nous, on a postulé. Eux, ils chassent aussi des boîtes. Mais nous, pour le coup, on avait postulé. Pareil, encore une fois, histoire de fou. Genre, c'était la fin du casting. Je suis sur LinkedIn. Je vois passer, dernier jour casting, répondez. Je réponds En fait, il fallait envoyer une vidéo. Du coup, je dis à mon associé, vas-y, on fait une vidéo. Mais si on n'avait pas le temps, c'était... C'est une sorte de présentation, c'est ça, pour l'exercice? Donc, on fait vraiment une vidéo, mais très à l'arrache. Une vidéo très nulle, hein, qu'on fait à l'arrache, en mode hello, c'est nous, on a monté une marque. Je remplis le truc questionnaire, j'envoie le truc, et on dit, bon, rien à perdre, on verra, tu vois. Et je me souviens, je rentre chez moi, et là, vers 20h, je reçois un coup de téléphone. Oui, bonjour, je suis X du casting qui va m'associer. On a vu votre profil, on est hyper intéressés. Je dois présenter demain matin au comité. Est-ce que vous pouvez me livrer demain matin telle pièce pour que je présente? Du coup, je retourne au bureau. Je retourne au bureau et je me souviens que j'avais fait une nuit blanche parce qu'en fait, il fallait préparer plein de trucs. En gros, il y avait tout un questionnaire à remplir. Il fallait que j'aille leur déposer des pièces dans le 16e et tout. Donc, je prépare tout le truc. Le lendemain matin à 8h, je suis là, je leur donne les pièces, je leur dis voilà, toute fraîche. Ouais, exactement. Et en fait, après, c'est 2 mois de casting qui suivent où c'est vachement les montagnes russes parce que au début, c'est en mode ouais, ils adorent votre projet, trop bien, nanana. 2 semaines après, c'est en mode finalement, ça va être chaud. 1 mois après, c'est bon, vous avez été sorti du casting, finalement, il y a une autre marque concurrente qui est passée devant vous. Après, ils nous rappellent en mode bon, finalement, vous avez été remis dans le casting, bon, vous êtes sur liste, vous êtes sur liste d'attente, etc. Jusqu'à au moment où, en fait, c'est un lundi midi, ils me rappellent en me disant, donc là, vous êtes vraiment, dans la liste d'attente, mais très proche du but. Donc, il y a des grandes chances. Soyez ready, tu vois. Ah oui, d'accord. En fait, c'est soyez sur les starting blocks parce que ça peut arriver. Ça peut arriver, ok. 16h, il me rappelle, hello, vous passez mercredi matin à 8h. On était lundi soir. Donc, on a eu 24 heures pour se préparer. Alors que les gens qui passent dans QMCC, ils préparent pendant 1 mois, 2 mois leur passage. Hein.
Encore une opportunité qui a été saisie. Exactement. Donc là, pareil. Heureusement, on était les rois du freestyle, donc ça va, tu vois. Easy peasy. Ouais, heureusement. Donc on a 24 heures pour aller louer une camionnette, faire une scéno, faire un pitch, faire une valo, faire des tenues, préparer une Et équipe. vous aide ou pas? Non, bah la scéno, il nous aide, mais enfin tu fais quand même beaucoup de choses tout seul, quoi. Donc c'est hyper intense le truc. On annonce à l'équipe parce que l'équipe était pas au courant. Forcément, on n'allait pas leur dire. Donc on leur annonce, bon les gars, Au fait. on devait sortir une collection genre la semaine dernière. On dit, bon les gars, on annule la sortie de la collection. On passe à la télé dans 2 jours. Donc comment dire, faites-nous des tenues. Donc ouais, c'est hyper intense mais hyper cool. Encore une fois, un moment incroyable, un super moment de vie parce que en fait on ramène toute l'équipe, mais on ramène aussi nos proches. C'est un moment qui est hyper fort, hyper beau, super souvenir quoi. okay, vraiment est-ce que là on peut dire que c'est le pic un peu de l'aventure ISAP? Ouais, c'est une continuité de tout se passe bien et c'est trop cool et genre ça marche et tu vois, c'est trop stylé quoi. Et donc qu'est-ce qui s'y passe? Bah ça se passe bien. Enfin moi j'étais hyper stressée, j'avoue. J'allais tomber dans les pommes sur le plateau, mais j'y suis arrivée. Donc Tu l'as fait. je l'ai fait, ça s'est bien passé. On a eu 3 investisseurs sur le plateau. Finalement le deal ne s'est pas fait après en off, mais ce qui est cool parce que, enfin vu qu'il y a eu quelque chose de positif sur le plateau, bah ça a résonné quand même. Ça a résonné. On est découvert par plein d'autres personnes, etc. Et donc là on a un pic de croissance juste après l'émission. C'était en 2023. Donc là, on a un pic de croissance après l'émission, etc. Et en fait, je pense que c'est quelques mois après qu'ils vont m'associer que ça commence à chuter. Ouais, il y a un peu le vent, tu vois. Change de sens. Ouais, c'est ça, tu sens que la roue tourne, ouais. Ouais, la roue tourne. Il y a un peu un contre-coup dans le sens où déjà, on a eu un gros boom pour qu'ils m'associent, donc on avait embauché, on avait investi pas mal de choses et en fait, bah ça, enfin même si on essaie de surfer la vague le plus possible, et ben en fait, on sent ça retombe un peu et en fait nous on avait engagé de nouvelles personnes, etc. Donc en fait on se trouve à un moment où on a beaucoup plus de charges, on avait un peu surestimé le truc et en fait à ce moment-là on arrive un peu à un moment où on peine un peu à se réinventer. On sent que ça devient de plus en plus difficile sur le marché. Et à ce moment-là il y a aussi l'inflation qui arrive et en fait il y a un truc multifactoriel qui fait que ça commence à être chaud. Il y a l'inflation où les gens ils ont plus autant de pouvoir d'achat. Enfin, du coup ils achètent moins. Mais au final vu qu'ils achètent moins, ils auraient pu rester dans la partie comment est-ce qu'on réutilise ce qu'on a. Ouais. Mais en fait en même temps, il y a un peu la partie tu vois éthique écologique qui commence un peu à retomber parce que tu as eu un vrai engouement en 2020-2021 où tu vois il y a eu beaucoup de projets éco-responsables qui sont sortis, il y a eu tout un truc en mode c'est trop bien enfin c'est le futur, etc. Et en fait bah dès que tu as de nouveau des problèmes d'argent, c'est ce qui passe à la trappe en premier. Qui est important, ouais. On est quand même sur un marché qui est ultra concurrentiel. T'as Chine qui explose ses stats, etc. Nous-mêmes, je pense que sur le produit, on commence à avoir du mal à se réinventer. Je pense qu'on commence aussi, nous, à fatiguer. Ça fait 3 ans qu'on est à fond. Là, l'intensité, elle commence à être un peu dure à garder. On est à fond 7/7, H24, etc. Et là, on commence à sentir qu'on est vraiment fatigué. On n'a plus autant d'idées, on n'a plus autant d'énergie. L'envie, vous sentez que à ce moment-là, vous avez toujours autant envie ou est-ce que Bah en fait c'est un truc qui est hyper dur à s'avouer, tu vois. Donc je pense que en tout cas pour moi personnellement, je pense que je commence à rentrer un peu dans une phase de déni où en fait je pense que je commence à m'intéresser à d'autres trucs et tout, mais en même temps c'est impossible de m'avouer que j'ai envie de faire autre chose parce que c'est à l'instant là c'est genre le projet de ma vie. Bah, c'est ton bébé hein. Et c'est mon bébé, je l'ai créé de zéro et on est arrivé à là donc c'est impossible pour moi de penser à tu vois faire autre chose ou à dire qu'en fait je me kiffe plus autant. Donc c'est un peu une phase de déni, mais du coup, quand tu peux pas te mentir à toi-même, tu vois, ça te rattrape au bout d'un moment. Bah, c'est la difficulté de un peu l'annonciation d'un nouveau chapitre. C'est-à-dire que comme une page qui se tourne, il y a un moment donné où il va falloir tourner la page. Ou quand on marche, faut arracher en fait le pied de derrière pour le mettre devant, tu vois. Donc il y a forcément quelque chose qu'il va falloir laisser de côté, quoi. Mais là, tu sens que quoi qu'il arrive, alors qu'au tout départ, tous les vents étaient dans votre sens. Là, les vents commencent à être quand même beaucoup à l'inverse. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça commence à descendre un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça commence à baisser au niveau des ventes. On commence à réfléchir à un nouveau positionnement parce qu'en fait, on a un gros problème, c'est que avec l'inflation des coûts des matières premières, de la production, etc., en fait, nous, on n'a plus de marge sur nos produits. Donc, en fait, ça devient aussi économiquement très compliqué. Au-delà de la demande qui baisse, en fait, même quand on vend, on gagne plus d'argent. Tu vois. Ouais. Donc en fait, ça devient hyper chaud. Donc on dit ok, il faut qu'on repositionne la marque en plus premium
parce qu'il faut qu'on augmente les prix. En fait, c'est soit on partait à l'étranger pour baisser les coûts, soit on augmentait les prix. On était déjà sur un délire de Made in France, etc. Donc en fait, on dit on va augmenter les prix, donc on repositionne la marque et tout, mais ça prend pas tout de suite. Donc en fait, on fait un Noël catastrophique, on vend pas comme on voulait. Puis Noël, c'était une grosse période pour vous? Ouais. Donc en fait, ça devient hyper compliqué. Tous les mois, c'est chaud. Tous les mois, c'est coup de stress, tu vois. Et en fait, quand ça devient très difficile comme ça aussi, c'est très dur de prendre du plaisir. Parce que en fait, t'es tout le temps dans le stress, t'as que des problèmes, t'as les gens qui t'appellent pour te dire vous avez pas payé ça. Donc en fait, tu rentres dans un truc où c'est une angoisse. C'est un problème après l'autre, alors que l'histoire d'avant, c'était une opportunité après l'autre. Ouais, c'est ça. C'est exactement. On rentre dans un problème après l'autre. Et donc là, t'es en mode, ouais, c'est chaud. Donc forcément, t'as plus de plaisir. Et donc tu commences naturellement, comme tout être humain, à te regarder d'autres trucs, à voir où est-ce que ça brille, parce que là, ça brille plus autant. Donc en fait, où est-ce que ça brille? Et en fait, c'est justement l'erreur qu'il faut pas faire. C'est à ce moment-là, il faut prendre une décision. Tu vois. Et nous, je pense qu'on n'a pas pris une décision directe, mais c'est prendre une décision. C'est en fait soit tu cherches dès que tu sens que ça commence à tourner, même avant que ça tourne. Mais il faut sentir que le vent va tourner, c'est pas évident. Il faut sentir, ouais. En fait, c'est quand t'es au top qu'il faut prendre les décisions, et c'est quand t'es en train de briller qu'il faut penser à est-ce qu'on peut revendre, est-ce qu'on peut lever des fonds, est-ce que y en a un de nous qui peut sortir, tu vois. C'est sûr que c'est difficile. En plus de ça, avec le parcours que vous avez eu, où presque vous avez grandi tellement vite que tout a l'air possible et rien ne peut vous arriver presque. Et là, quand ça arrive d'un coup, c'est un peu dur à digérer déjà, d'une certaine manière, et ensuite à décider derrière pour couper, le cas échéant. Ouais, exactement. Mais à un moment donné, il faut en discuter. Ouais, il faut en discuter. Et puis c'est vrai que c'est hyper complexe parce qu'en fait, c'est au-delà d'un projet, ça a été un projet où il y a eu beaucoup d'émotionnel. Tu vois, ça a été vraiment beaucoup de vous dedans. Beaucoup de nous, beaucoup d'attachement, etc. Donc même si t'as raison de te dire un truc, même si tu sais au fond de toi ce qu'il faut faire, t'as tout l'attachement émotionnel qui te dit autre chose et qui te dit mais en fait c'est peut-être pas fini, tu vois, peut-être il y a encore un truc à faire et t'as pas envie de lâcher quoi. Comme dans une relation amoureuse. Exactement. On revient encore sur ça. Ouais. C'est exactement ça. Sauf qu'à un moment il faut cut parce que ça c'est en train de pas partir dans la bonne direction. Donc voilà, on essaye plein de choses, etc. C'est un peu, on essaye un peu de se débattre un peu dans tous les sens. C'est un petit peu les actions de la dernière chance. Voilà. On essaye. C'est comme le dernier petit cadeau ou le dernier repas, tu vois. C'est ça, mais... Pour essayer de consolider un peu la chose. Et c'est comme tu dis, comme dans une relation amoureuse, en fait, quand une relation amoureuse, elle a duré longtemps et qu'elle a été aussi intense, tu l'arrêtes pas du jour au lendemain, tu vas jusqu'au bout de l'histoire. Et donc c'est exactement la même chose, c'est en fait tu vas au bout de l'histoire parce que ça a été trop gros pour prendre une décision hâtive. C'est tu dois aller au bout de la chose, même si c'est pas la même chose à faire ou même si tu vois ça coûte. C'est là où le rationnel n'a pas toujours raison, quoi. C'est-à-dire que logiquement et même maintenant c'est beaucoup plus facile de dire rétrospectivement de dire c'est là qu'on aurait dû arrêter, on n'aurait pas dû faire ça. Mais sur le moment quand tu y es, il y a autre chose qu'il faut satisfaire et cette dimension émotionnelle elle est super importante. Oui, c'est ça. Et puis encore, c'était notre première boîte. Tu vois, tu réfléchis pas aussi comme un entrepreneur avéré qui est en mode non, là les gars, il faut. C'est la 18e boîte que je fais. Ouais. Donc tu vois, on était hyper jeunes. C'était notre première boîte. Tu fais énormément d'erreurs sur une première boîte. T'apprends énormément de choses et c'est un peu. On a eu une réaction tout à fait, je pense, normale pour des primo-entrepreneurs. Aujourd'hui, bien sûr, avec du recul, tu te dis j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait avec les infos qu'on avait à l'instant T. C'est ça. Et donc, on est un petit peu dans la pente descendante. Qu'est-ce qui a fait que, justement, vous avez arrêté? Du coup, on essaie de repositionner la marque, ça prend pas. Et en fait, on arrive au pied du mur parce que Noël, ça passe pas. Janvier, on n'a plus de trésor. Et donc, en fait, c'est juste un moment, la trésor a décidé pour nous, quoi. Et donc, cette conversation, elle a ressemblé à quoi? Du coup, on a dit, OK, on va aller déposer, la cessation de paiement au tribunal de commerce. Parce que on s'est dit très clairement, nous, on peut se mettre dans la merde, et ça fait déjà plusieurs mois qu'on se met dans la merde personnellement, mais hors de question de mettre les salariés dans la merde. Genre, hors de question d'arriver à la fin d'un mois et de pas pouvoir payer les salariés. Tu vois, ça, c'était inenvisageable pour nous. Et en fait, quand on a commencé à dire, OK, là, il y a possibilité que à la fin du mois, on n'arrive pas à payer les filles, c'était pas possible. Oui, donc quand même, vous aviez cette éthique personnelle qui a fait que ça vous a aidé à faire un choix. C'est ça. C'était en fait... personnes auraient pu ne pas réfléchir comme ça, je veux dire. Hein. Oui. Mais nous, c'est toujours été OK, nous, on se met dans la merde, c'est OK, mais tu mets pas les autres dans la merde alors qu'ils ont rien demandé. Et sachant que c'est des gens qui nous ont fait confiance, c'est des gens qui nous ont énormément suivis, apportés. Donc, à partir du moment où on a vu que c'était plus question de juste nous,
on a dit, ok, la responsabilité de dirigeant, c'est aussi savoir où sont les limites, savoir arrêter au bon moment et savoir prendre des décisions qui sont pour entre guillemets, le bien commun, tu vois. C'est pas que ta gueule, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui est admirable parce que au-delà des discours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent ça, mais la question qui se pose, c'est est-ce que lorsque ça va arriver, ils vont le faire? Et vous, c'est ce que vous avez réussi à faire. Bah, il fallait. Effectivement. Ouais, il fallait. Et vraiment, pour nous tous, hein, c'était impossible d'aller dire aux filles, là, il y a pas de salaire à la fin du mois. Donc, c'était vraiment le truc. Donc après, ça s'enclenche, tribunal de commerce, tu déposes ta station des paiements, t'es convoqué, liquidation prononcée, tu vois, après, voilà, mandataire. Tu connais un petit peu tout le processus, du coup, maintenant. Ouais, c'est bon, je suis calée. Je suis calée, appelez-moi si vous avez besoin. Non, mais du coup, voilà, tout s'enclenche et en vrai, après, ça va assez vite. Mais c'est vrai que c'est une période qui est extrêmement stressante. C'est une période qui est extrêmement dure pour le mental, pour l'émotionnel et aussi pour le corps. Je me souviens que c'était une période où j'étais, genre, je me réveillais la nuit, tu vois, je me réveillais à 3 heures du mat, j'avais un taux de cortisol, je pense, qui est en train d'exploser dans mon sang, tu vois, et c'était une période très, très difficile parce que, ouais, tu dors mal, t'es stressé, t'es mal. Et le système en lui-même, est-ce qu'il est, j'ai mon idée, mais du coup, autant que je te le demande, est-ce que lorsque tu arrives dans toute cette procédure-là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont plutôt aidants? Est-ce qu'ils sont plutôt là, finalement, à pointer du doigt, voilà les problèmes que vous avez eus et voilà ce que vous auriez dû faire? Comment c'est un petit peu l'ambiance dans tout ça? Franchement, ils sont plutôt aidants. Ils sont plutôt aidants quand même. Ouais. Après, moi, j'étais avec un avocat, du coup, ça simplifie aussi beaucoup les choses. Ok, ouais. Je pense que c'est beaucoup plus dur si tu vas tout seul. Tout seul. Moi, j'étais avec un avocat, du coup, qui m'a beaucoup aidé, même d'un point de vue soutien émotionnel. Déjà, quand tu es avec quelqu'un, quand tu vas au tribunal, c'est déjà plus rassurant, etc. Une personne qui a une expertise aussi, qui peut répondre. Ouais. Parce que toi, quand tu débarques, déjà que la com, tu connaissais pas et tu l'as fait, je pense que tu peux pas t'inventer avocate, quoi. C'est ça, voilà. Donc, en vrai, t'es pas obligé, en fait, d'aller avec un avocat. C'est vraiment, c'est toi, si tu veux. Et nous, on a pris la décision de prendre un avocat et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément aussi. Donc, ça m'a beaucoup rassuré de l'avoir à mes côtés. Et donc, c'est plutôt aidant. Après, tu vois, c'est très factuel. C'est très, tu vois, tac, tac, tac. Mais tu vois, je me souviens que quand on a eu la liquidation prononcée, il y avait une dame de l'Assemblée qui était dans la cour de liquidation, là, et qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit vous finirez par avoir raison. Tu vois. Raison de genre, là, vous avez coulé votre boîte parce que ça va marcher, mais vous finirez par avoir raison d'avoir créé un truc d'économie circulaire, engagé pour une mode meilleure, etc. Tu vois. Et du coup, ça m'avait beaucoup touchée parce que tu vois, j'étais en train de faire ma boîte et surtout le contexte dans lequel elle te l'a dit, quoi. C'est-à-dire qu'elle te l'aurait dit, tu vois, dans la période où tout brillait, etc. Je dis, évidemment, évidemment que j'ai raison. Mais là, c'est au moment où t'as le genou à terre, où t'as une personne, en fait, qui est là pour te dire, t'inquiète pas, en fait, le futur sera aussi plus joyeux, quoi. Ouais, et même pour être plus précis, elle m'a dit, c'est bien d'avoir essayé, vous finirez par avoir raison, tu vois. Et donc, et c'est une phrase qui t'est restée en tête. Ah oui. Ah ouais, c'est resté en tête et c'était un peu genre, c'était pas culpabilisant, tu vois, c'était en mode, t'as essayé, c'était le mieux que tu pouvais faire. C'est peut-être pas le bon moment, mais tu finiras par avoir raison. Et du coup, c'était, tu vois, même si l'ambiance était froide et tout, pour moi, ça a été, une petite chaleur. Ouais, une chaleur, un soutien et en mode, c'est réconfortant, tu vois, en mode, t'as bien fait. Et part en paix, tu vois, entre guillemets. Tous les murs sont froids, mais t'as une mini lueur, en fait, de chaleur qui t'aide quand même à survivre à l'expérience, ouais. C'est ça. Et après, une fois que t'as passé ça, en fait, t'es plus responsable de ce qui se passe. Donc, en fait, une fois que la liquidation a été prononcée, t'es plus responsable. C'est un mandataire qui devient le dirigeant de ta boîte. Et donc, ça a été aussi un énorme soulagement parce que là, je me dis, ok, bon, c'est bon, les gens ne peuvent plus me réclamer de l'argent à moi personnellement. Genre, j'ai le droit de plus répondre aux appels. Je suis plus responsable. S'il se passe quelque chose, c'est le mandataire. C'est le mandataire. Donc, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là où vraiment le cordon, il se coupe. Ouais. Et donc, c'est à la fois difficile et en même temps, c'est à la fois libérateur, de ce que j'entends. C'est libérateur. Parce que, en fait, il y a un autre truc, c'est qu'en fait, c'est une période où tu te sens extrêmement seul parce que tu peux pas en parler aux gens autour de toi. C'est légal, c'est ça? Il y a une confidentialité qui t'est imposée ou c'est toi qui voulais le garder? Un peu des deux, mais en fait, déjà parce que jusqu'à ce que tu sois pas sûr, tu peux pas dire à tes salariés, oui, ça c'est fini. Oui. Donc déjà, toute la période où t'es en train de réfléchir, toi, en fait, tu fais bonne figure avec les équipes et en même temps, tu peux en parler à la personne parce que si ça fuite. Et ça va vite. Ça va vite et encore une fois, hors de question qu'un salarié l'apprenne de quelqu'un d'autre que de nous, tu vois. Oui, effectivement, ouais. Donc en fait, c'est toute une période où tu dois faire bonne figure alors qu'en fait, c'est extrêmement difficile. Et tu dois continuer à gérer ta boîte,
En même temps, tu réfléchis à toutes les options. Tu regardes qu'est-ce qui est possible de faire. En même temps, tu gères le fait que ça va trop mal dans la boîte, que t'as plus de trésor. Et tu peux pas en parler à tes proches. Et que tout le monde est en mode, mais meuf, je sais pas, on te voit plus, t'es où? Du coup, c'est un peu, tu peux rien dire. Alors que t'es en train de vivre un moment hyper dur. Et du coup, le moment où la liquidation est prononcée, c'est aussi le moment où tu peux enfin dire aux gens, les gars, en fait, j'étais en train de liquider ma boîte. Et donc, c'est aussi un soulagement parce que du coup, tu peux en parler. Et pareil, genre et je pense qu'on a fait l'annonce sur les réseaux une semaine après avoir eu la vraie liquidation, tu vois. Et donc, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent ok, je comprends, tu vois. Parce que pareil, genre moi j'avais beaucoup, on me proposait des trucs, je sais pas, même on me proposait des invitations à des events, à des podcasts, à des trucs, et tu dis non, ou genre tu réponds pas trop aux messages, ou enfin tu vois, t'es pas exemplaire pendant cette période-là, et tu reçois des messages. Moi je me souviens que j'en pouvais plus, tu vois, parce que je recevais des messages en mode tu m'as pas répondu, tu m'as pas fait ça, et en fait en mode j'aurais voulu, ouais. Laissez-moi, tu vois, genre là je dois juste dire un truc, et tu sais, tu reçois des messages un peu genre culpabilisants, je pensais pas que tu me laisserais tomber sur ça, etc. Et t'es en mode genre juste je peux pas te dire ce qui se passe, enfin je peux pas, mais genre juste laisse-moi, enfin c'est très dur en fait, parce que t'essayes d'être bien pour tout le monde et t'essayes de gérer, en même temps les gens te comprennent pas et c'est normal qu'ils comprennent pas. Mais en même temps ils peuvent pas savoir ce qui se passe dans ta tête et dans ta vie, sauf s'ils sont très très proches, etc. Ouais. Mais effectivement, il y a une dimension quand même vraiment libératrice, ce que tu mettais derrière. Ça t'enlève un poids, des responsabilités, ça fait tomber un masque que t'as forcé sur ton visage pendant un certain temps, et au moins ça te permet de aussi redémarrer et de regarder devant toi sans avoir à tourner tu vas te regarder sur le rétroviseur. C'était pas mal. Ok. Donc c'est une phase qui est pas toujours très marrante. En tout cas, tu en parles de manière suffisamment apaisée, je dirais, même si c'est quand même récent. Mais après, l'esprit entrepreneurial chez toi est encore présent. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Parce que t'en es là, tu viens de liquider ta boîte, mais la vie est pas finie. Sachant que, tu vois, ton chemin jusqu'aux 40 ans, t'as encore des années. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décides de faire? Je prends un peu de temps. Je prends 2-3 semaines, un mois, tu vois, un peu à vivoter. Je suis dans le sud de la France un peu. Je prends un peu tu vois, j'essaye un peu de ralentir. Mais très vite, il y a deux choses. En fait, très vite, je m'ennuie. Parce qu'en fait, je passe d'un truc où j'ai passé 3 ans à 1000 à l'heure, où j'étais sursollicitée, où tout le monde m'appelait tout le temps, où genre j'étais utile pour des gens, tu vois, j'avais une équipe et tout, donc j'avais quand même ce sentiment d'utilité que j'aimais bien, etc. C'est vrai que t'avais à la fois des clients et des collaboratrices, ouais. Donc, d'un coup, en fait, plus personne m'appelle. T'es en pyjama. Je ne sers plus à rien. Ouais, et vraiment, c'est un énorme vide parce qu'en fait, ça fait que tu cours vraiment pendant 3 ans après une quête et là, d'un coup, t'as plus cette vision, t'as plus de sollicitations, t'as plus de trucs auxquels penser tout le temps. Donc, je m'ennuie très vite. Et en fait, très vite, je ressens ce besoin de remonter à cheval, quoi. Et je me dis aussi, ok, là, tu viens de te casser la gueule. Faut remonter vite parce que si tu laisses passer du temps, tu risques de commencer à creuser un peu. Tu vas creuser, tu creuses le doute en toi. T'es dans un truc où t'es plus visible des gens, donc en fait, les gens te sollicitent plus. Donc et dans l'esprit des gens, finalement, on oublie vite aussi. Ouais. Et en même temps, je me dis en fait, tu vas vite tomber aux oubliettes, ma belle. Donc, je pense que j'avais le truc profond en moi, peut-être, c'est que j'avais peur d'être oubliée, tu vois. Et je pense que c'était une réflexion importante aussi parce que quand on chute, forcément, ça fait des vagues et des hauts et des bas. Quand on est en bas, c'est aussi important d'apprécier le fait que là, tu n'as plus l'intensité. C'est là où tu peux aussi réfléchir et te poser et te reposer aussi parce que toute la dimension un peu émotionnelle que tu as vécue juste avant, elle a dû être importante et forte. C'est pour te retrouver aussi. Mais par contre, si tu passes trop de temps là, d'un coup, tu perds tout le rythme et toute l'énergie que tu pourrais en développer pour déployer quelque chose de nouveau parce que ça nécessite quand même de l'énergie pour créer quelque chose de nouveau. Et le fait de te dire de remonter à cheval rapidement, je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose qui est super important quand tu veux retourner dans un mouvement différent. C'est ça. Et du coup, en fait, ce qui m'avait surprise et en même temps mis en difficulté quand j'ai fermé ma boîte, c'est qu'en fait, t'as 0 témoignage en ligne de gens qui ont fermé leur boîte. T'as personne qui en parle, c'est hyper secret. Ouais. En fait, les gens qui ferment des boîtes, ils ferment les boîtes et ils disparaissent, tu vois. Des fois, il y a même pas d'annonce, c'est juste en fait, il y a une disparition, tu dis mais ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Tu retournes et en fait, ils ont juste arrêté de poster un instant T. Et en fait, moi, ça a été très difficile. J'ai dû contacter des gens en privé pour leur demander de prendre des cafés, pour qu'ils m'expliquent comment ça s'était passé, pour, tu vois, m'expliquer c'était quoi les meilleures stratégies à faire. Parce qu'en fait,
quand tu fermes une boîte, tu te poses énormément de questions. Mais je fais quoi avec ça? Je fais quoi de mon stock? Je fais quoi de ça? Oui, effectivement. Parce qu'en plus, toi, c'était pas juste une boîte avec un service en ligne, par exemple. T'as des dimensions physiques quand même à prendre en compte, de la logistique qui est derrière, oui. Plein de choses. En fait, tu sais pas à quelle sauce tu vas te faire manger au tribunal. Donc, en fait, c'est hyper rassurant de parler avec d'autres gens qui sont passés par là. Et est-ce que tu penses que les personnes qui, justement, donnent plus signe de vie lorsqu'ils ont fermé, c'est plus parce que ça les a tellement touchés qu'ils veulent pas en parler, parce que c'est tabou? Est-ce qu'il y a les deux? Les deux. Du coup, pour avoir rencontré des gens, en fait, il y en a beaucoup qui partent en dépression après avoir fermé une boîte. C'est vrai, c'est véridique. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui peuvent tomber vraiment très bas. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais pas, d'argent personnel dans la boîte. Mais il y a des gens où ça peut les mettre en vraie difficulté parce qu'ils ont investi de l'argent, parce qu'ils ont des prêts bancaires qui sont sous leur nom. Donc, en fait, ils peuvent continuer à rembourser de manière personnelle. Il y a des gens qui vont perdre leur maison, qui vont perdre leur relation avec. Enfin, tu vois, il y a des cas qui sont vraiment bien plus graves que le mien. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sombrent après une fermeture de boîte. Et après, c'est aussi extrêmement tabou dans la Startup Nation, l'échec. Donc, les gens en parlent pas, ils savent pas comment en parler. Après, parfois, t'es pas forcément en bon terme avec les gens avec qui t'as taffé. Ou, tu vois, si tu fais pas les trucs clean, et c'est très facile de faire un truc pas clean quand tu fermes une boîte, tu vois. Je pense qu'en plus, c'est là où la dimension émotionnelle est très forte. Quelles sont les décisions que tu prends? Si vous n'avez pas prévu ça dans les moments où ça se passait bien, c'est difficile de les faire à ce moment-là. Donc, en tout cas, tu as rencontré des personnes qui avaient fermé, qui allaient plus ou moins bien aussi. Ouais. Et donc, en fait, je prends la décision, en fait, de beaucoup communiquer sur cette partie, enfin, sur cette phase-là de ma vie, sur les réseaux. Donc, je fais toute une série de posts sur LinkedIn pour expliquer pourquoi on a fermé, quels sont mes apprentissages de cette fermeture-là, qu'est-ce que j'ai appris de mes 3 ans d'entrepreneuriat. Et donc, je fais un peu mon deuil en partageant avec les gens. Et en fait, c'est une série de posts qui marche extrêmement bien. Donc, il y a beaucoup de gens qui la suivent. Je reçois beaucoup de messages et je reçois aussi beaucoup de soutien d'autres créateurs de contenu, tu vois, notamment Thibault Louis, qui va beaucoup m'aider à rebondir, à me dire comment devenir solopreneur, tu vois. Ouais, effectivement. Et donc, je suis aussi hyper touchée par la vague de soutien que je reçois en partant sur les réseaux. Et il y a beaucoup de gens aussi qui me disent, mais en fait, nous aussi, ça va pas du tout dans notre boîte. Merci d'en parler. Merci de nous expliquer comment ça se passe. Donc, ça résonne. Ça résonne de fou. Vraiment, parce que c'est comme si je parlais d'un truc que tout le monde vivait, mais personne n'en parlait, tu vois. C'était quand, ça? Mars dernier. Mars 2023, alors, oui. 2024. Mars dernier, vraiment mars dernier. Mars. Ok. Ouais. Donc voilà, en parallèle, je crée une page Instagram qui s'appelle Entrepreneur Solitaire. Parce qu'à ce moment-là, je reçois tellement de témoignages de gens qui me livrent des trucs que je dis... Autant les partager, les mettre en lumière, ouais. Et donc, je crée une page Instagram où je partage ces témoignages en anonyme. Parce que justement, le truc, c'est... Les gens veulent pas en parler parce que souvent, c'est, comme je t'ai dit, des histoires qui sont un peu difficiles à... Parce que ça va ça les touche aussi émotionnellement, identitairement. Oui, et souvent, ça inclut un associé, une personne de l'équipe, un fournisseur, tu vois. Et donc... partage en anonyme, ça aide beaucoup les gens à parler. Et donc, je fais ce compte-là où je partage. Et du coup, ça aide beaucoup de gens parce qu'ils me disent, j'ai lu ce témoignage-là, j'ai vu exactement la même chose. Et c'est vrai que j'ai jamais entendu quelqu'un en parler. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, le truc qui est dur, c'est que tu dois toujours faire bonne figure. Tu dois toujours dire que ta boîte va bien. Tu dois toujours dire que tout se passe bien, qu'on est en pleine croissance, etc. Alors que les coulisses sont tout autres, tu vois. Pour tout entrepreneur, tous les entrepreneurs savent que les coulisses et la réalité d'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec j'ai fait plus 100% de croissance pendant 6 mois, etc. C'est certes possible des fois, mais si tu mets le tableau global, il y a plein d'autres choses à raconter. Et il y a aussi beaucoup de difficultés, il y a aussi beaucoup de moments de down, il y a aussi beaucoup de moments de doute. Et c'est des vraies épreuves. Donc c'est une vraie aventure avec le négatif et le positif. Et le fait d'associer les deux est important. Et les extrêmes. Et les extrêmes, effectivement. Ça peut être très positif et très négatif. Tu vois, mais toi, tu as vécu surtout le très positif. Le très négatif, tu l'as vécu? Tu as l'impression d'avoir vécu aussi le très négatif ou pas? Oui, après, ça reste relatif par rapport à toute cette histoire, mais c'était un moment difficile, ouais. Ouais, je comprends, ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a, dans la diversité de ce qu'on peut voir, effectivement, on voit surtout les succès des gens. Ils en parlent beaucoup. Mais en fait, derrière ça, on sent quand même le côté artificiel de la chose. C'est-à-dire que quand on me montre que ce qui va bien, on est tous humains. Et à un moment donné où même nous, ça va pas bien pour X ou Y raison, même quand ça va très bien au sens de la boîte, même nous, ça peut être... Oui, ça fluctue. Ça fluctue, effectivement. Et donc, le fait d'en parler, et toi, c'est ce que tu as fait, c'est que tu as parlé de cette dimension plus difficile, quand même de manière plus apaisée. C'est-à-dire que quand tu en as parlé, tu as pas parlé sur les réseaux au moment où ça se passait. Voilà. Ça aussi, je conseille vraiment aux gens qui ferment de pas parler à chaud. Mais vraiment, même
Tu vois, j'avais fait un exercice qui était intéressant, c'est que je devais écrire le communiqué de presse pour annoncer la fin de la boîte. Et j'ai écrit la première fois une version, je l'ai envoyée à un ami. Il m'a dit bon, c'est très négatif, tu vois. J'avais dit tu vois malheureusement nous avons dû faire, enfin j'avais écrit un truc très, tu vois, dramatique. C'était la fin. Il m'a dit bon, c'est très négatif, réécris une version, tu vois. J'ai réécrit une version. Il m'a dit bon, ça reste tu vois hyper, enfin comment tu l'as écrit, ça sonne vraiment comme un échec, tu vois. Et en fait j'ai réécrit plusieurs fois le communiqué de presse jusqu'à ce que j'écrive un truc qui est positif. Et ça a pris combien de versions? 4, je pense. 4 fois, ouais. Ouais, quand même. Et en fait, je suis hyper reconnaissante d'avoir fait cet exercice-là parce que ça m'a énormément aidé. Bon, déjà, juste pour dire, il faut pas communiquer à chaud parce qu'en fait, sinon, j'aurais lancé la V1 du truc qui était en mode, c'est la fin du monde, tout s'arrête et tout, tu vois. Déprimons tous ensemble, ouais. Vraiment très, très, c'est un drame immense qui tombe sur la France. Ça ferme. Et en fait, faire l'exercice-là de réécrire plusieurs fois, je me suis dit, en fait, comment, ok, ça t'est arrivé. Ok, c'est dur. Ok, c'est potentiellement un échec, mais comment tu peux écrire l'histoire pour que ce soit quelque chose de positif, qui serve et qui impulse une suite d'espoir pour les gens qui sont dans ce domaine-là, dans l'entrepreneuriat, mais aussi pour mes équipes qui ont vécu l'histoire, pour nous qui avons vécu l'histoire, comment je peux écrire cette fin comme quelque chose de positif. Et en fait, ça m'a énormément aidé et je pense que ça m'a enlevé un gros truc pour aujourd'hui parler avec plusieurs personnes qui ont fermé, qui sont en mode, qui restent sur quand même un goût d'échec, qui restent sur un goût de c'est un truc négatif. Moi, le communiqué de presse m'a permis de dire, en fait, c'était une aventure incroyable. J'ai appris énormément de choses. On a appris énormément de choses. On a apporté énormément de choses à l'écosystème. Aujourd'hui, c'est un chapitre qui se ferme. Mais il faut en garder que le positif et à quel point c'était incroyable. C'est marrant parce que dans la manière dont tu en parles, j'ai l'impression que entre ta première version et ta dernière version, ce qui a changé, c'est aussi ton objectif. C'est-à-dire que quand on te dit écris un communiqué de presse sur la fermeture de ta boîte, j'ai l'impression que ta première version qui était assez triste, c'était peut-être ce que tu vivais à ce moment-là. C'est triste pour toi. Et donc, tu écris ce que tu es en train de vivre, toi, pour toi. Presque tu t'écris à toi-même, tu vois. Effectivement, malheureusement, voilà le drame qui s'abat sur la France. Et puis plus tu as avancé dans tes versions, et c'est ce que j'entends, c'est que au final, tu t'es rendu compte que l'expérience que toi tu as vécue, elle pouvait être utile à d'autres. Et tu as changé l'objectif de ton message pour justement être générateur d'espoir. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce thème-là que tu as utilisé, parce que toute fermeture, tout échec, finalement tout apprentissage, autant le partager à d'autres, parce que c'est quelque chose qui va se multiplier, plutôt que de simplement être enlevé à toi. Et je pense que c'est aussi la beauté de ce que tu as fait et de ce pourquoi ça a résonné, c'est que derrière ça, il y a plein de gens qui ont vécu des choses qui sont similaires. On a tous vécu des échecs d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que de par toi qui as osé être finalement une sorte de porte-parole de toutes les voix silencieuses, on peut avancer ensemble. Exactement, ouais. Et puis c'était aussi un peu reprendre mon pouvoir en disant en fait j'ai encore la main pour écrire la suite de l'histoire et la suite de l'histoire elle peut être très positive si je décide qu'elle va être très positive, tu vois. Donc c'était aussi j'avais l'impression d'avoir subi beaucoup, tu vois, les derniers mois, etc. Et là je reprenais un peu mon pouvoir en disant j'écris l'histoire que j'ai envie de raconter et je suis encore maître de ça, quoi. Et donc, tu as commencé sur LinkedIn, ce coup-ci. Ouais, et donc là, c'était plus sur LinkedIn. Enfin, j'ai partagé, bien sûr, on a fait un post sur Instagram qui est devenu viral d'ailleurs, qui a fait énormément de vues, etc., avec un soutien immense. Et après, sur LinkedIn, j'ai continué en expliquant, tout ce qui s'était passé, en faisant une série de posts avec mes apprentissages, etc., qui a été bien reçu. Et donc, j'ai continué. Et en fait, c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert que je ne repartais pas de zéro. C'est encore des trucs que j'ai découvert, tu vois, vraiment en marchant pas après pas, parce qu'en fait au moment où je pensais ok je vais dire que c'est la fin de RISAP, tout le monde va se désabonner et c'est fini pour moi, tu vois. Et en fait tout le monde m'a dit mais déjà bravo, félicitations et on a hâte de voir ton prochain projet. Et là j'étais quoi? Comment ça tu te désabonnes pas parce que RISAP c'est fini et j'étais juste la CEO de RISAP et du coup ma valeur ne dépend pas que de ça, tu vois. J'étais en mode vous attendez mon prochain projet, c'est-à-dire que vous allez continuer à me suivre sur la suite. Et donc là, ça a été... Moi sans RISAP. Ouais. Et donc là, ça a été aussi... j'ai une communauté... Il y avait une communauté RISAP, mais il y avait aussi des gens qui me suivaient moi, pour qui j'étais, et qui, en fait, vont pas arrêter de me soutenir parce que c'est la fin de ma boîte, tu vois. Et donc là aussi, ça m'a permis de dire, en fait, je ferme pas un livre, je ferme un chapitre de ma vie. Et en fait, il va y avoir d'autres chapitres, et les gens vont me suivre sur les autres chapitres. Et c'est aussi là que j'ai découvert, du coup, la puissance des réseaux, la puissance du personal branding, parce que du coup, j'avais développé un personal branding moi depuis 2020, mais sans vraiment savoir vraiment que c'était du personal branding et ce que je faisais. Tu vois, juste en fait, je partageais sur
LinkedIn et sur Insta mon aventure d'entrepreneur. C'est marrant parce que ça veut dire que tu partageais l'aventure de RISAP, mais vu que tu t'étais pas basé sur des codes particuliers de communication, tu partageais finalement beaucoup de toi au travers de RISAP, ce qui fait que ça aussi, ça t'a aidé à accumuler une sorte de personal branding naturel avec l'évolution de ta boîte, ouais. C'est ça, et en fait, tu vois, j'avais 20 000 followers sur LinkedIn, mais j'avais jamais pris conscience de la valeur que c'était, tu vois. J'étais en mode, tu vois, j'ai raconté, mais de toute façon, c'est pas moi, c'est ma marque et tout. Et en fait, là où je dis, mais en fait, là, il y a plus la marque. Et moi, Mona Boustita, j'ai encore mes 20 000 followers et qui me suivent moi. Et en fait, c'est un truc de fou. J'ai vraiment capté ça à l'instant T. Et du coup, je me suis dit, je repars pas de zéro parce que j'ai une image en ligne et j'ai des gens qui me suivent. Et du coup, ça a été aussi un peu un élan d'espoir en mode, je repars pas de zéro. Donc, go, quoi. Juste continue ce que tu fais depuis 4 ans. Continue à communiquer, continue à partager et continue à inspirer des gens parce que c'est ce pourquoi les gens te suivent. Donc, j'ai continué et j'ai essayé de, du coup, me recentrer sur ma communauté en essayant de voir de quoi ils avaient vraiment besoin et qu'est-ce que je pouvais leur apporter. Et donc, vu qu'on évoque le sujet du personal branding, donc on l'utilise comme si c'était évident pour tout le monde, mais si tu devais le définir pour l'expliquer, qu'est-ce que tu dirais? Du coup, le personal branding, c'est un peu utiliser tous les codes de branding qu'on peut faire sur une marque, tu vois, donc être reconnaissable parce que tu véhicules tel message, tu utilises tel type de couleur, t'as tel ton, etc. En fait, c'est utiliser tous ces codes-là sur une personne physique pour créer un branding, donc des codes de marque et te faire connaître toi pour qui tu es et pas pour la boîte que tu développes, etc. Donc, c'est vraiment créer un attachement émotionnel entre toi, personnellement, et ta communauté et codifier un peu ta personnalité. Enfin, même si c'est très authentique, etc., c'est créer des codes qui te permettent d'être reconnaissable et du coup, créer ta réputation en ligne. Donc, tu as une réputation par rapport à ton contenu. Et donc, ton propre personal branding, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie par la suite? Donc, l'après RISAP, qu'est-ce que ça a changé? Ça m'a permis de rebondir hyper vite. Et ça, encore une fois, j'en avais pas conscience, mais je me suis dit, en fait, là, je peux rebondir hyper vite parce que j'ai une communauté. Et en fait, ça te crée une notoriété, une influence qui te permet de pouvoir reproposer quelque chose, d'avoir directement de la demande et de pouvoir être payé à ton juste prix directement. Alors que normalement, tu recommences de zéro, soit tu travailles gratuitement, soit tu fais des petits prix, soit tu vois. Là, j'étais direct, j'ai assez de crédibilité pour proposer une offre, toucher une cible qui est qualifiée parce que aujourd'hui, je cible des dirigeants, donc une très belle cible et de me vendre à mon juste prix. Et donc effectivement, ce personal branding là, toi, c'est aujourd'hui donc ce que tu fais. Donc tu cibles des dirigeants pour développer leur propre personal branding. Qu'est-ce que pour eux ça peut changer? Ouais, donc exactement. Donc là, aujourd'hui, je me suis reconvertie là-dedans. Donc là, j'accompagne des dirigeants à notamment poster sur LinkedIn et à développer leur image en ligne pour qu'ils deviennent visibles. Et en fait, ça apporte énormément de choses parce que déjà aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus attachés à des personnes qu'à des marques ou à des entreprises. Et ensuite, en fait, tu crées de l'inbound marketing dans le sens où c'est vraiment ce que j'ai fait avec RISAP, c'est tu te rends visible de manière permanente et dès qu'il y a une opportunité, les gens vont penser à toi. Donc en fait, tu vas avoir des demandes entrantes. Tu vas créer du contenu pour, au lieu d'aller toi prospecter et chercher des opportunités et tout le temps être en quête de choses, tu deviens visible et t'attires à toi des choses qui te correspondent et même des opportunités qui sont, tu vois, un livre, une émission, tu vois, qui sont diverses en fait par rapport à ta personnalité. Ça peut t'ouvrir énormément de portes, énormément de réseaux aussi, parce qu'avec personal branding, tu rencontres des gens du même domaine que toi, tu vas potentiellement rencontrer des amis après, tu te fais, tu vois, un cercle, et tu développes une notoriété qui, aujourd'hui, la notoriété a un prix, tu vois. Ça te permet de te faire payer plus cher, d'avoir accès à des trucs, des opportunités qui sont hyper cool. Mais aujourd'hui, on est dans une économie d'attention, tu vois, où si t'as une communauté qui est engagée, ça vaut beaucoup. Et toi, depuis que tu es vraiment sur le domaine du personal branding, est-ce que tu as un exemple de quelque chose que tu as pu avoir grâce à ce personal branding, genre une personne que tu as rencontrée ou une opportunité que tu as pu avoir? Tout, en fait, moi, ma vie est basée sur mon personal branding dans le sens où aujourd'hui, je vais pas beaucoup vers les gens et du coup, j'attends les opportunités qui sont à moi, mais de manière très... par exemple, j'ai fermé ma boîte, 2 semaines après, j'étais contactée par les Échos pour faire un article sur moi, tu vois. Donc j'ai eu un article dans les Échos juste après. 1 mois après, je suis passée dans le podcast de Justine Roy. Je suis passée dans le podcast de Sandra Verger juste après. Enfin, j'ai eu plein d'opportunités de médias en fait qui sont arrivés juste après. Après, des clients qui sont venus à moi. Enfin, encore une fois, là même dans mon métier aujourd'hui, j'ai jamais démarché. C'est des clients qui viennent à moi en mode j'ai entendu parler de toi. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Donc tu vois, ça change tout dans ta manière de travailler.
et dans ton rapport aux gens. Moi, tu peux te concentrer sur ta zone de génie. Ouais. Et moi, la création de contenu, du coup, vu que c'est vraiment ce que je faisais vraiment chez Recap, c'était ça, que je communiquais toute la journée. C'est devenu vraiment un truc que j'ai appris à bien faire et que j'adore faire aussi. Du coup, aujourd'hui, je communique sur Insta, sur LinkedIn. J'ai aussi mon podcast et tout ça me permet d'être visible. Podcast qui a quel nom? Note à moi-même. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces éléments et pour ta grande chaleur dans ce partage. Ce que je te propose, c'est que on va terminer en fait notre épisode par la petite dernière partie qui, quand je t'en ai parlé, a amené un sourire crispé. Ne t'inquiète pas, il y a rien de particulier. Donc c'est juste d'autres petites questions. Ok. Voilà, plus ouvertes pour toi. Et donc comme tu le vois sur la table, donc il y a des petites cartes. Ce que je te propose, ça te donnera une impression de pouvoir, encore une fois, de prendre les cartes et tu vas les mélanger. Donc tu les regardes pas, tu vas les mélanger. Ça te donne, tu vois, une petite impression de pouvoir. Tu mélanges les cartes. Donc, sur ces cartes, il y a des questions. Ok. Et donc on va un petit peu discuter sur ça avant de terminer ensemble. Donc ce que je te propose, c'est simplement d'en piocher une, donc où tu veux. Donc est-ce que tu peux la lire? Qu'est-ce que l'année passée t'a appris? Voilà. Tu réponds ou je réponds? Non, c'est toi. Ah. Ça y est, elle est déjà en train de hacker le truc. Ça m'a appris qu'il fallait être honnête avec soi-même. Il fallait savoir être honnête avec soi-même. Est-ce que tu peux élaborer un peu plus? Parce que, comme je t'ai dit, c'est que je pense que j'ai pas voulu voir la vérité en face et que je pense que ça faisait plusieurs mois que je savais qu'on fonçait dans le mur et plusieurs mois que je savais que ça allait pas. Et en fait, j'ai laissé un peu pourrir la situation jusqu'à ce qu'on arrive au pied du mur où, en fait, t'es obligé de liquider. Alors que je me dis, tu vois, si j'avais été honnête avec moi-même et que j'avais dit, ok, je prends les choses en main parce que ça va pas, et que j'avais plus anticipé pour dire les options, c'est ça, tu vois, peut-être que l'histoire aurait été différente. En tout cas, apprendre à faire face au moment où on a la situation. Ouais. Un de tes apprentissages de cette année, alors. En fait, faut pas se dire, ça va s'arranger et ça va s'arranger. On peut toujours se le dire, en tout cas. Après. Il faut plutôt dire, ok, comment je peux être totalement honnête avec moi-même pour faire les bons choix. Super. Merci bien. Il n'y en a pas qu'une. Ce n'est pas fini. Ce que je te propose, on va faire un deuxième tour, c'est que tu peux en choisir 2 dans le paquet. Ok. Tu vas lire les 2 et tu choisis à laquelle tu veux répondre. Ok. C'est parti, roulement de tambour. Je sélectionne 2 cartes que je retourne. Première carte. Quel était ton dernier moment d'audace? Raconte-le-moi en détail. Vous n'avez pas vu, mais il y a eu un regard en l'air. Autre carte. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce? Comment l'utiliserais-tu? Super pouvoir, je sais exactement ce que j'utiliserais. Là, tu sais, quand tu peux te déplacer d'un endroit à l'autre. Téléportation? La téléportation. Téléportation de fou, genre, je déteste ces trajets. Et j'aimerais trop me téléporter, de dire, ok, je suis là, bam, j'arrive dans mon lit, bam, j'arrive à la soirée, tu vois. Dans mon lit. Ouais, vraiment. Tu sais, je suis tout le temps en mode, le dernier trajet avant d'entrer à la maison, tu vois. Je sais pas si t'as ça aussi, moi, c'est vraiment la flemme, genre, je suis là, j'ai juste envie d'arriver, bam, chez moi, face à un truc à manger et... Face à un truc à manger. Et tout va bien. Mais ouais, la téléportation et aussi pour aller rencontrer des gens, pour aller quand je veux, tu vois, sur une plage au soleil, après revenir à Paris, tu vois, c'est vraiment... Sans la fatigue du trajet, quoi. Sans les trajets et de manière rapide. Ok, super. Pour une dernière, ce que je te propose, c'est que moi, je vais en sélectionner 3. Ok. Et c'est moi qui vais la sélectionner. Ok. Ça te va? Allez, vas-y. Je te laisse même sélectionner les 3. Tiens, vas-y. Faut avoir quand même un peu de pouvoir. Exactement, tu vois, la manipulation. Et voilà. Allez, super. Alors, donc je vais lire les 3 questions. Donc, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Parle-moi de 3 rêves que tu as ou 3 objectifs que tu t'es fixés. Et tu as 102 ans. Tu regardes ton passé et tu te dis que tu es vraiment fier d'avoir réalisé 3 petits points. J'ai bien aimé les grands yeux quand j'ai dit 102 ans. Ouais. Donc, c'est celle-là que je vais te poser. Donc, imagine que tu as 102 ans. Tu regardes en arrière et tu te dis que tu es vraiment fier d'avoir réalisé. Je te laisse compléter. Je pense que si tout se passe comme je veux. Imagine que tout s'est passé comme tu le voulais. Ok, tout s'est passé comme je veux. Je pense que j'aurais 2 grandes fiertés dans ma vie. La première, ça serait d'avoir créé une famille épanouie et soudée. Ok. Et la deuxième chose, ça aurait été c'est compliqué les conjugaisons de temps. Je comprends dans le passé. Ouais. Ça aurait été d'avoir créé une boîte ou un projet qui a impacté positivement la vie de milliers de personnes.
Bah, super. En tout cas, tu l'as déjà fait une fois, à ta manière. Et je suppose, te souhaite tout cela pour le futur. Merci beaucoup. Et du coup, si on veut prendre contact avec toi par la suite, comment est-ce qu'on fait? Du coup, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Mona Bouchtita, sur Instagram, Mona Gilbana, et sur mon podcast, Note à moi-même. Bah super. Merci beaucoup encore pour ton temps. C'était Avec super. plaisir. C'était très agréable. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Bye. Salut.